C'est bien de varier, en fait. Ouais, mais moi, je fais un peu tout. Hein. Ouais. Pas assez de pub. Ah, voilà. Voilà, c'est dit. l'appel est lancé. Stéphane ne fait Voilà, pas parce qu'en assez ce moment, j'ai un problème de pub. toiture, si je pouvais. Le Dr Kovacs dans Urgence, Michael Kyle dans Ma famille d'abord, le Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight de Nolan, Stéphane Ronchevski fait également Taika Waititi ou David Tennant. On a aussi pu l'entendre dans Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Mass Effect, Alan Wake, Deus Ex, Bloodborne, Overwatch, Hi-Fi Rush, Resident Evil 4 Remake. Il a lu le cycle Fondation d'Isaac Asimov en audiobook, ou encore Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe K. Dick, roman qui a donné vie à Blade Runner au cinéma. Enfin, on peut l'entendre dans pléthore de documentaires dans un exercice appelé la voice-over, dont nous parlons dans cet épisode. Le Strasbourgeois retrace quelques moments qui l'ont marqué et nous évoquons aussi son livre à lui, Pour Invalides, changé à opéra. Bonjour, Oggy. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Mathieu. Donc je précise pour ceux qui nous prendraient pour des attardés, à juste titre, que Stéphane et moi avons travaillé ensemble sur un dessin animé dit Preschool. Ça veut dire avant l'école. Ouais. Il y a quoi Les tout petits. 2 ans. Ouais, 2 ans. Un truc comme ça. C'était un super truc de la maison Xilam qui a fait Oggy et les cafards et tout ça. Mais c'était Mimi tout plein. Et tu sais que j'ai revu l'ingé, Raphaël, Ouais. qui a fait la plupart des épisodes avec nous. Il m'a dit c'était la meilleure période de ma vie. Ouais, Il a parce un qu'on petit- rigolait bien. Il a une petite nostalgie. Je fais une nostalgie pour un truc d'il y a 2 ans. Mais bon, et voilà, on avait passé des bons moments. Ouais. Tu faisais un petit narrateur sympa. D'ailleurs, il y avait que toi qui parlais. Les autres, c'était des onomatopées. Le studio Xilam t'avais choisi toi pour, je cite, la douceur de ta voix. Ah. Avoir une voix douce, c'est bien ou c'est pas bien ? Bah, Tu peux pas faire des barbares. je pourrais, mais j'aurais l'air un peu con. Non, au début, c'est bien parce que les gens, ça veut déjà que les gens connaissent ta voix, enfin le timbre de ta voix. Au début, moi, quand j'ai commencé, je faisais les bouches-trous, si tu veux. Comme j'avais une voix un peu caméléon, Ouais. et que je pouvais faire les petits vieux. Alors je prenais une voix comme ça, et quand il y avait des boucles oubliées, on me disait ah tiens Steph, toi tu pourrais le faire et tout. Et puis, au fur et à mesure, les années passent et puis ton timbre est un peu reconnaissable et de plus en plus. Et après, on t'appelle pour ton timbre. Et après, ça pose un autre problème, c'est que t'es tellement reconnaissable que quand on dit, tiens, et si on prenait Ronchevski ? Ah non, Ronchevski, on l'a beaucoup entendu. Ah ouais. Bon, ça arrive heureusement pas encore trop, mais Non, moi, je trouve ça qu'on m'a va. pas assez entendu. Non, puis t'arrives à pas mal bouger quand même. Ouais, on va ouais. parler de plein de rôles quand même très différents. Alors c'est surtout au niveau de l'énergie, mais même au niveau de la voix, tu fais plein de dessins animés. Et puis moi je crois que le timbre, on en parlera peut-être, mais je crois que c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que ce qui compte effectivement c'est l'énergie, c'est le jeu et arriver à avoir une fantaisie particulière, un truc, choper choper ce qui caractérise vraiment l'acteur anglais ou américain et ça, c'est pas seulement le timbre, tu vois. Moi, quand je doublais le Joker, Heath Ledger, il avait une voix de baryton. Moi, j'ai une voix de ténor. Ça a pas été trop un problème. Ce qui comptait, c'était la folie qu'on avait en commun, tu vois. Enfin, je crois. Ça pourrait te barrer. Alors comme ça, on est né à Strasbourg, au plat. Hop là. Ouais, je suis né à Strasbourg. T'es né à Strasbourg. Qui est une jolie ville. Tu connais Strasbourg ? Mais je connais très très bien C'est Strasbourg. très bien. Et puis j'y vais toujours avec plaisir. J'ai encore ma mère et ma sœur là-bas et je travaille régulièrement là-bas. Il y a des studios Arte, ouais, qui me font venir. Je fais des jolis films là-bas. J'ai fait récemment un doc pas mal sur la mafia et tout. C'était chouette. Ouais, Arte, ils ont des bons trucs. Ouais. En général, c'est pas toujours le cas, mais parfois un peu. Ouais. Mais c'est souvent bien quand même. Faut quand même le dire. En général, les docs que je fais là-bas, c'est quand même pointu et c'est documenté justement. C'est pas. Ouais. J'avais c'était qui ? Un comédien qui m'avait dit qu'il avait fait la narration pour un documentaire français. Mais tu vois, le réel était français. Mmh. Et donc le comédien qui était comme toi était français. Et il m'avait dit que le réel, c'est un pote à lui et qu'il lui avait mis la misère, le Arte, force de retake, de machin, de faut recouper. Enfin, ils sont un peu hyper chiants, hyper... Enfin, peut-être
précis, exigeant. Ouais, moi ça va, ils m'ont laissé tranquille. Il y a des studios à Paris, et en particulier des grosses majors, qui vous feront refaire le texte pour un petit détail, qui vous feront revenir 50 fois pour un film. C'est parfois plus chiant. Non, moi j'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. Au plat. Ouais. Et puis j'adore aller là-bas. Ceux qui connaissent pas Strasbourg, allez-y, c'est une jolie ville, c'est vraiment chouette. Et c'est à même pas 2 heures de Paris. En plus, donc la vraie question existentielle, c'est tu préfères la flamme cuche ou le bake-off? À la flamme cuche, je peux pas aller à Strasbourg sans en manger une. Le bake-off, c'est un truc plus compliqué parce c'est vraiment un plat plutôt d'hiver, ça se mijote et tout. L'origine, c'était un plat qui se faisait dans une terrine qu'on mettait au four du boulanger. Ouais. Et quand le temps que les gens aillent à la messe le dimanche, ils foutaient leur terrine et ils mettaient un petit repère parce qu'il y en avait tellement, il y avait toutes les terrines du village dans le four du boulanger, qui était le seul four du village. Puis après, ils récupéraient leur truc. C'était tous les restes de la semaine qu'ils foutaient avec plein de vin. C'était super bon. Ah oui, c'est comme ça que c'est né en fait. Et c'est des plats, je précise, en terre cuite. En terre cuite, ouais. Et qu'on isole pour que la chaleur reste et on isole ça avec de la mie de pain, enfin de la pâte à pain plus exactement. Donc et après on casse la croûte du pain pour faire ça. Ah ouais, c'est tout un truc. Ouais, un petit. C'est vachement bon. D'ailleurs, ça me donne faim. Processus. Bah écoute, en plus c'est 19h30 bientôt. Avec un coup de vin blanc alsacien, bien sûr. Évidemment. T'as un vin préféré? Oh, j'ai plein de vins préférés. J'adore le vin. En Alsace. Riesling. Ouais, en ce moment je découvre le Gewürztraminer. Ouais. J'aimais pas trop les vins sucrés, mais ça c'est en train de changer. Ça passe bien, tu sais. On pense fromage, vin rouge. On a une espèce de réflexe comme ça. Pas du tout. T'as raison. Et un jour, j'étais en Alsace et à déguster, goûter chez un viticole local et la nana nous dit. Non, essaye sur un Roquefort ou un truc, c'est top. Essaye un vin d'Alsace avec ta comment ça s'appelle, une raclette. Ouais, ah ouais, carrément. Ouais, et tu m'en diras des nouvelles. Ouais, et effectivement, bon. Et depuis, Mais ouais. Gewürz ou Riesling, ou ça dépend de ce qu'on a envie de se faire, mais je recommande. Jusqu'à quel âge t'as vécu en Alsace? À 18 ans, j'ai quitté ma province. Ouais, c'était ça. T'as pris ton vélo. J'avais fait beaucoup de théâtre d'abord là-bas. J'ai commencé le théâtre en faisant des trucs au lycée, et puis après un peu à la fac, des choses là-bas. Et puis j'ai fait une école de théâtre à Paris à 18 ans. Et c'est là que je suis allé à Paris. Donc je suis parti tôt de chez moi finalement. Ouais. Mais j'avais encore ma fiancée à Strasbourg, donc je rentrais beaucoup. En voiture ou en train? En train. À l'époque, il n'y avait pas le TGV. Hyper long, non? Je précise quand même qu'il y avait le train électrique. C'était pas encore les machines à vapeur. Mais il y avait, non, mais sans déconner, le TGV Paris-Strasbourg, ça a été un des derniers à être installé. Ouais. Et du coup, moi, c'était un cauchemar. Je mettais 4 heures pour rentrer chez moi. J'arrivais complètement défoncé et je repartais parce que je rentrais que le week-end, quoi. Tu partais garder le vendredi soir? Ouais, et je prenais le train dans la nuit du dimanche au lundi, le plus tard possible. Il fallait que je bosse le matin tôt à Paris. Donc, je prenais les trains. À l'époque, il y avait des militaires dans les compartiments. C'était affreux. Mais c'était des bons souvenirs au final. Affreux parce qu'il pue ou... Bah ouais, parce que en fait, il y avait personne jusqu'à Nancy. À Nancy, il y avait 50 millions de soldats qui rentraient dans le train. Et toi, tu avais réussi enfin à t'endormir. Et tout le monde te poussait et tout. Et c'était horrible. Mais bon, c'était... La bonne époque de la promiscuité. Ouais, écoute... C'est quoi tes petits endroits préférés en Alsace? Moi je suis strasbourgeois, alors Strasbourg, c'est encore une fois très joli. La cathédrale, la ville, c'est une ville qui est très intéressante parce qu'il y a par exemple, place de la cathédrale. D'abord, la cathédrale de Strasbourg, pour moi, c'est la plus belle œuvre d'art. Toute catégorie confondue, musique, peinture, film, tout ça. Pour moi, la cathédrale de Strasbourg, c'est le top du top. D'ailleurs, quand j'étais gamin, quand j'avais 20 ans, j'avais des potes qui venaient passer le TNS, qui venaient de Paris, donc moi je frimais un peu. À l'époque, il y avait plein d'échafaudages. Une cathédrale, c'est jamais terminé, il y a des échafaudages. Et j'emmenais, je dirais pas de nom, mais j'ai emmené plusieurs metteurs en scène assez connus maintenant. Je les ai emmenés tout en haut de la cathédrale. On allait boire des bières la nuit, tout en haut, en passant par les échafaudages et tout. On était complètement fêlés. Mais c'était génial. Et il y avait plein de
d'étudiants des Beaux-Arts qui faisaient des croquis. On était très sérieux, donc on faisait pas les cons, on n'était pas là pour dégrader. Au contraire, on avait un respect énorme pour cette magnifique œuvre d'art. Et puis d'abord, aujourd'hui, c'est impossible. Il faut absolument pas plus faire ça parce que les temps ont changé, donc il faut surtout plus le faire. Mais enfin, c'était des bons souvenirs. Et donc Strasbourg, ce qui est génial, c'est que place de la cathédrale, juste à côté, il y a la place du château. C'est une place où t'as des œuvres d'art. T'as un bâtiment de la Renaissance, un bâtiment du 18e, un bâtiment du 19e, et puis la cathédrale, c'est le Moyen-Âge. Tout ça se concentrait, et c'est comme ça partout. Et Strasbourg, c'est une ville aussi qui a été construite par les Allemands. Donc il y a tout un quartier allemand qui est très beau, avec des immeubles hyper confortables et tout. Donc c'est vraiment chouette. Et l'Alsace, il y a les villages du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont magnifiques. La route des vins, c'est le vignoble et tout. Il faut y aller, vraiment. Je suis un peu chauvin, mais c'est vrai que c'est une belle région. Une époque de l'année où tu préfères faire la route des vins? En automne. Ouais. En automne, c'est magnifique. Bonne réponse de Stéphane Rocher. C'est rouge, c'est beau. Et le côté allemand est très beau aussi quand tu traverses la frontière. Ça, j'ai beaucoup fait. Ouais. Le côté allemand est presque encore plus beau. Ah ouais, ok. Ouais. J'ai moins fait le côté allemand, mais d'accord. Si tu me recommandes, j'irai jeter un œil. Quand j'étais petit, j'y allais tous les ans parce que mes grands-parents sont originaires de là-bas. Ah. Et en automne, effectivement, faire la route des vins et voir les vignes aux couleurs dorées. Et en hiver, faire les marchés de Noël de Obernai, Guisheim, Rickwihr, Colmar ou Kaysersberg. Qui sont beaucoup plus beaux que ceux de Strasbourg et beaucoup plus authentiques. Parce que la période de Noël à Strasbourg, c'est un cauchemar. C'est les militaires dans le train. C'est-à-dire que tout le monde se pousse. C'est pas alors possible. Que les petits villages, il y a un petit côté typique. Ils mettent de la musique dans les villes. Toute la journée, t'as envie de tirer une balle. Ça fait, tu sais, à Disney... It's a small world. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Tout le temps, ouais. Arrêtez de nous saouler. Bref, oui, c'est dans ces petits villages, c'est un émerveillement de chaque instant. Toi, ton marché de Noël préféré? Colmar, je crois. Hey. J'y suis pas allé beaucoup, mais parce que de manière générale, Noël, c'est pas vraiment ma période préférée. Je dois dire que c'est une période que je trouve un peu compliquée, un peu tendue. Alors, je suis toujours content de revoir ma mère et ma sœur et maintenant, les enfants ont grandi, donc c'est un peu plus chiant. C'est bien quand il y a des petits, quand il y a des gamins. C'est toujours magique. Ouais. Mais sinon, c'est beaucoup de fatigue, on bouffe trop. Voilà, ça me saoule. En même temps, tu le cherches, hein, t'es alsacien. Mais voilà, mais il faut faire un peu. C'est pas là-bas où il faut aller pour en faire un régime, c'est clair. Ouais. T'as fait quoi comme formation avant d'atterrir à Paris? Et puis, en arrivant à Paris, t'as dit que t'as fait une école en arrivant? Moi, j'ai fait ma vraie formation, c'était le théâtre amateur. Ça, j'en ai fait beaucoup. En commençant vers 15-16 ans, j'avais une copine qui m'avait dit qu'elle faisait une pièce de Marivaux au lycée des Pontonniers, qui est un joli lycée, très beau. Et il y avait un type qui s'était cassé la jambe, qui devait jouer le prince dans la dispute. Elle m'a dit, écoute, on est dans la merde, la prof fait des auditions, est-ce que tu veux pas venir? Et bon, j'y suis allé. Et puis, comme tu ressentais quoi? Enfin, c'était quoi le truc? C'était pour lui faire plaisir à elle. T'en avais pas du tout envie, toi? Ou c'était pas... J'avais jamais pensé. Auquel t'avais pensé? J'avais jamais pensé. Je dis ça et en même temps, c'est pas vrai parce que moi, j'étais d'une famille... Mon père était un artiste, il écrivait, il avait toujours rêvé de faire des films qu'il a pas fait, mais c'était son grand truc. Chez moi, c'était très important le cinéma, par exemple, c'était quelque chose de capital presque. Je me rappelle un jour, mon père, il y avait Citizen Kane, le film de Wells qui passait au cinéma de minuit. Et donc le lendemain, j'avais école. Moi, j'étais petit, tu vois, j'avais 10 ans. Il m'a dit, mais écoute, c'est peut-être pas mal si tu veux bien de le regarder. Tant pis, tu n'iras pas à l'école demain matin. C'est plus important de voir Citizen Kane. Tu vois, c'était un père un peu particulier et tant mieux, il était chouette pour ça. Et donc, je sentais que c'était des choses intéressantes, mais je n'avais jamais pensé à être acteur, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai mis un certain temps à réaliser que je pouvais l'être. Et en plus, pendant très très longtemps, c'était une idée un peu de l'ordre plutôt du fantasme, tu vois. Je savais pas trop ce que c'était être acteur. Et donc, c'était plutôt l'ambiance, moi, qui me plaisait. L'ambiance de tout ce qui va autour, ma copine avec cette pièce amateur avait eu un succès anormal, c'est-à-dire ça avait eu, au lieu de le jouer 10 fois, on l'a joué 100 fois, et puis ça a été, on est parti la jouer à Colmar justement, à Lille, enfin,
du coup, on allait il y avait des dortoirs, il y avait des tas d'histoires, c'était hyper chouette. Et puis on allait boire des verres et tout ça, c'était une ambiance. À 15 ans, tu m'as dit que t'avais 16 ans. Là, c'est 16 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné d'autres pièces amateurs à la fac de lettres. Et puis très vite, à 18 ans, je suis parti à Paris pour faire vraiment une école de formation professionnelle, le Studio 34, qui était un truc qui existe en partie toujours. C'était à l'époque Philippe Brigaud et Claude Mathieu. Et Claude Mathieu a ouvert un cours fameux, le cours Claude Mathieu, qui est dans le 18e. Je crois que ça existe. L'école Claude Mathieu, c'est une école assez réputée dans Paris. Et à l'époque, c'était vraiment là où il fallait aller. Donc, il y avait un petit concours d'entrée, etc. Mais moi, j'étais pas un élève. J'étais plutôt un bon copain et je jouais plus au flipper que je travaillais mes scènes, si tu veux. Moi, c'était plutôt l'ambiance avec tu vois, donner la réplique en rigolant. J'étais pas très sérieux. J'étais plutôt. C'est un truc qui t'a servi ou desservi? Je sais pas. Moi, je sais pas ce que je pense vraiment des écoles. Je pense que pour certaines personnes, c'est très bien. Moi, j'ai des potes qui, grâce à l'enseignement qu'ils ont eu, je pense dans l'école, dans ma classe, il y avait, par exemple, j'étais en cours avec Guillaume Lebon. Okay. On a un ami commun qui a fait une très belle carrière en Suisse. Mais on était une trentaine. On doit être je sais pas, on doit être sur une trentaine, on doit être 5 à avoir vraiment été être devenu acteur. Et c'est déjà pas mal comme pourcentage. Et je sais que pour certains, ça les a aidés. Moi, ça m'a pas aidé. Ça m'a même plutôt, je pense, abîmé un peu. L'école ? Ouais. Et ça n'a rien à voir avec les professeurs qui étaient merveilleux. C'était vraiment parce que j'avais au moins une chose pour moi. Comme j'avais fait beaucoup de théâtre amateur, j'avais une forme de confiance en moi et puis d'insouciance. C'est-à-dire que j'étais assez spontané, assez naturel, je pense. Et puis en réfléchissant, tout ça s'est un peu figé pendant des années. C'est-à-dire que je suis devenu je me suis un peu pris la tête en gros, alors que c'était pas ce qu'il fallait faire. Et donc j'ai un peu abîmé, je trouve, des choses. Un acteur, c'est aussi quelqu'un qui doit être un peu naturel, spontané, pas trop réfléchir justement. C'est pas avec l'intelligence qu'on fait un acteur, c'est avec autre chose. Et j'ai mis du temps à retrouver ça. J'ai mis du temps Donc pour moi, les cours n'ont pas trop servi. Et je sais pas si je recommande tellement à tout le monde les cours. Il y a des gens, je pense, c'est des natures, il faut les laisser. Et là où on apprend le mieux, du coup, c'est en travaillant. Du coup, faut tester et puis tu vois si c'est ton truc ou pas, tu vois si ça rentre en confrontation avec ce que t'es ou pas, quoi. Ouais. Ce qui était bien, ce que j'ai quand même retenu, c'était, j'ai quand même lu des pièces. C'est-à-dire, j'ai découvert concrètement, par exemple, j'avais jamais ou très peu lu de théâtre contemporain. Et je me souviens qu'on avait fait un spectacle de fin d'année avec Jacques Weber, qui était notre parrain. Et ce spectacle, c'était que du théâtre contemporain et j'en avais jamais lu. Et on était parti. Il nous avait envoyé au mois d'août partir en vacances avec, je sais pas, une quarantaine de pièces d'auteurs d'aujourd'hui. Donc j'ai découvert le théâtre d'aujourd'hui avec des textes de Jean-Marie Besset, de plein de gens. Et je savais pas les lire en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose de lire du théâtre. C'est pas aussi évident que de lire un roman qui est une histoire qui se déroule. Les dialogues, il faut les entendre dans sa tête. C'est tout parfois ils disent le contraire de ce qu'ils veulent dire en réalité. Donc tout ça, il faut le décrypter. C'est tout un truc. Mais ça, l'école pour ça m'avait permis de lire au moins. C'est à peu près tout. Et à devenir un très bon joueur de flipper. Ça, c'était top. Vas-y, on dira faire une partie après. Je t'ai vu 2 fois sur scène dans Anna Karenina en 2015 et puis dans Ciel, ma belle-mère, mis en scène par Luc Hamet en 2022. Ouais, et d'ailleurs, je vais rejouer un Fédo pas longtemps, mais je pars en Suisse en septembre prochain avec Luc.
Oui. Pour Ciel, ma belle-mère, c'était rigolo. C'était un Feydeau, c'est une adaptation de Feydeau avec mon ami David Martin et Gwenola Delus, qui est une bonne actrice que j'aime bien. Qu'est-ce que t'as appris le théâtre? Qu'est-ce que m'a appris le théâtre? Ce que je peux dire très vite, c'est ce que le doublage, en quoi le doublage m'a servi pour jouer au théâtre. Ça, je peux le raconter. Vas-y, avec plaisir. Je me rappelle très bien, le doublage, je l'ai commencé en 97. C'est assez précis dans ma tête, en avril 97. Et pendant 3-4 ans, j'ai pas fait de théâtre, j'en ai plus fait, alors que j'en faisais toujours beaucoup. Et Sylvain Lemarié, qui était notre ami, un bon pote qui est parti récemment, qui était un bon comédien, un homme charmant, m'avait proposé de jouer dans Le Malade imaginaire. C'était à la Porte Saint-Martin. Et il y a un monologue de Cléante. À l'époque, j'étais jeune, je jouais le jeune premier, naturellement. Et il a un monologue assez velu comme ça. Et je me suis aperçu en le lisant comme ça que je le lisais avec beaucoup plus je fourmillais d'idées. Et je pense que ça venait du doublage. Parce que pendant 3-4 ans, j'ai fait... Le doublage, ça a commencé tout de suite très fort pour moi, grâce à Catherine Lelanne ou Nadine Delanoë ou Jenny Gérard. J'ai tout de suite fait beaucoup de choses. Je travaillais tout le temps. Et du coup, je voyais les acteurs, des bons acteurs américains ou anglais. Et tu sais, quand on fait un doublage, évidemment, on voit la prise, on la revoit, on travaille, on se plante, et à chaque fois on revoit. Et là, on voit ce que les acteurs sont capables de faire, tu vois, c'est-à-dire les ruptures qu'ils mettent, la vie qu'ils injectent dans la passion, la réalité qu'ils arrivent pour incarner les personnages et tout. Et à force de faire ça tous les jours, et d'essayer de les imiter en quelque sorte, je me sentais beaucoup plus aguerri, tu vois, que un simple acteur qui répète une pièce tous les 6 mois pour la jouer 30 fois, tu vois. Là, je travaillais tout le temps. Et puis, en lisant ce monologue, je voyais que je pouvais faire plein de ruptures, plein de trucs, avec des choses assez radicales dans un sens, puis dans l'autre. Du coup, je crois que c'était pas mal, tu vois. Ça partait dans tous les sens. On me suivait. J'étais bien là, quoi. Et puis, le doublage m'avait donné une sorte de confiance en moi aussi, tout simplement, parce que ça marchait bien. J'étais bien traité. Les gens étaient plutôt sympas. Et du coup, le théâtre me faisait moins peur, j'étais bien. Mais sinon, pour ta question, qu'est-ce que le théâtre m'a appris? Le théâtre m'a appris... Déjà, lire du théâtre, les textes, ça apprend des choses, parce que le théâtre, finalement, le théâtre, c'est des problèmes, si tu veux. C'est des histoires avec des problèmes. Il n'y a pas d'histoire sans problème, sinon c'est pas du théâtre. Donc c'est toujours des personnages qui sont plongés dans la merde, ou dans des traumatismes, ou dans des histoires terribles. Même quand c'est amusant, tu vois, même chez Feydeau, où c'est des cocus, mais c'est pas très drôle d'être cocu, et puis c'est pas très drôle quand ta femme rentre en catastrophe, ou voilà, donc quand tu dois te planquer dans l'armoire. Pour le type qui est planqué dans l'armoire, c'est une tragédie, tu vois. Donc même les comédies sont des problèmes. Et ça, quand tu lis du théâtre et quand tu joues, tu travailles des personnages et tu essayes de les comprendre, tu essayes de les ramener à toi. Et parfois, c'est des belles histoires, tu vois. Et donc, tu m'as vu dans Anna Karénine. C'est sûr que le personnage que je jouais, c'était le frère d'Anna Karénine. C'est vachement intéressant. Tu rentres dans l'univers d'un grand auteur extraordinaire, Tolstoï. Et puis après les textes, tu as la partie du travail, des personnages. Donc là, ça m'a appris à me poser une question qui est qu'est-ce que ça raconte pour moi, tu vois? C'est-à-dire ce personnage, en quoi il me concerne? Comment je peux le défendre moi, avec ma voix, avec mes mots, enfin avec les mots du personnage, mais pour qu'ils aient l'air de sortir de moi. Donc comment je fais? Qu'est-ce qui me rapproche? C'est quoi comment
comment je peux le dire ça moi, tu vois. Donc tu t'interroges quand même, ça te fait travailler, réfléchir. Puis après, il y a la partie du théâtre en action à proprement parler, où tu apprends aussi à bouger ton corps, à vivre sur un plateau avec des gens qui te regardent, mais il faut faire comme s'ils te regardaient pas. Et tout ça, c'est quand même un beau métier, je trouve. Tu vois, c'est un chouette métier que je recommande à tout le monde. Ouais. Je te sais traqueux, alors que t'es du genre à te mettre. Alors, t'es du genre à te mettre la rate au courbouillon avant d'entrer sur scène. Qu'est-ce qui te fait continuer et persister, du coup? Ça va mieux maintenant. J'étais affreusement traqueur, ouais. C'était. Je parlais de Jacques Weber tout à l'heure, mais lui, il m'avait dit, il avait dit à toute la classe qu'effectivement, le trac, c'était quelque chose de très intéressant, parce que tous les acteurs se racontent un truc avant de rentrer en scène. C'est-à-dire qu'on a tous une histoire privée, qu'on se raconte une phrase ou un truc qu'on se dit pour y aller, quoi. Parce que c'est un plaisir, mais c'est aussi, si tu commences à te dire que tu peux te planter et que tu vas être ridicule et que la pièce est mauvaise ou que tu sais pas assez ton texte ou que tu n'as pas assez bossé, c'est l'enfer, quoi. Les rêves, les cauchemars que les acteurs font sur oh, j'ai le temps d'apprendre mon texte, je l'apprendrai ce soir, j'ai encore le temps, et puis 20 minutes avant de rentrer, t'es dans ta loge, tu te maquilles et oh, j'ai le temps de l'apprendre. Et puis en scène, dans 5 minutes, oh, ben ça va, j'ai le temps, j'ai 5 minutes pour apprendre mon texte. Et puis le rideau se lève et tu sais pas ce que tu fous là, ni ce que tu vas dire. C'est le cauchemar du comédien, quoi. C'est le cauchemar du comédien et c'est un truc que j'ai cauchemardé. Moi, mon truc pour avoir moins le trac, c'est de beaucoup travailler. Donc j'arrive à ça me calme d'être vraiment préparé, ouais, à fond. Mais j'avais peur parce que avant de faire du doublage, je me disais de toute façon j'ai pas de backup, c'est-à-dire moi je savais rien faire d'autre. Et puis je me disais si ça marche pas, qu'est-ce que je vais foutre, quoi. Donc j'avais besoin de. Mais à chaque représentation. Ouais, à chaque représentation. T'avais l'impression de se sauter dans le vide à chaque fois. J'étais pas heureux sur scène, j'avais peur. Et puis j'étais aussi peut-être. Il y a aussi des gens qui sont pas forcément, qui te donnent pas forcément beaucoup de confiance. Des metteurs en scène sont parfois caractériels. Et puis j'étais un peu fragile aussi. C'est-à-dire je manquais d'assurance. Je manquais de légitimité. Tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qui sont soit ils sont d'une famille d'acteurs où ils ont des gens autour d'eux, du métier, où ils ont une assurance naturelle. C'est-à-dire, moi, j'avais pas tout ça. Moi, je connaissais personne. Je suis arrivé vraiment de Strasbourg comme un con. Tu vois, vraiment la saucisse sous le bras. La saucisse sous le bras, tu vois. Ouais. Et j'avais pas intérêt de me planter. Parce que j'avais dit à mes parents, voilà, je vais faire ça. Ah bon, mais et tes études? Non, je vais faire ça. Ah bon. Et donc, tu as intérêt il faut quand même assez vite gagner un peu d'argent. Donc, il y avait des expériences au début qui se sont pas forcément bien passées. Et puis, des pièces qui étaient difficiles, qui n'ont pas vraiment marché. Mais est-ce que c'est pas quand t'as pas de plan B, justement, que tu te dis, de toute façon, faut que ça marche? Moi, je me disais pas ça. Je me disais juste, je me foutais une pression débile, quoi. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire du doublage et à gagner ma vie à côté, même si c'était la même chose, mais surtout avec beaucoup de succès, déjà j'ai commencé à choisir avec qui je travaillais. C'est-à-dire que j'avais plus besoin d'accepter toutes les merdes qui passaient. Et je me disais, mais non, mais lui, il a l'air trop chiant, qu'il aille se faire voir. Et donc j'acceptais quand j'avais envie. Et ça, c'est génial, en fait. Et c'est un vrai luxe, en fait. Donc le doublage t'a apporté cette liberté? Ah ouais, et puis le doublage m'a tranquillisé après, parce que comme j'étais plus obligé, je faisais les choses vraiment pour le plaisir de les faire. Le trac a diminué. Ça veut pas dire que j'ai plus le trac, mais j'ai trouvé le moyen je me sens moins. Et puis, tu sais, c'est toujours pareil dans la vie, quand tu prends un peu confiance, quand tu as deux, trois succès, que les gens, tu te sens un peu plus légitime. Et c'est vrai que en général, je touche du bois pour que ça continue, mais quand je joue au théâtre, les gens sont plutôt contents. Ils ont l'air de dire que voilà, je fais pas trop de tâches dans la distribution. Alors, au bout d'un moment, tu te dis que tu peux faire ça. Qu'à la limite, j'ai mis du temps à me dire que j'avais vraiment, que finalement, ouais, tiens, c'est vrai, je suis acteur.
Fallait que t'accumules les preuves, en fait. Ouais. Tes débuts... Je vais la refaire, Aja. Tes débuts au doublage, c'est notamment sur Dylan McDermott dans The Practice. Tu me parles du perso et de la série ? Ça, c'était drôle parce que justement, je faisais que des petites ambiances avec Catherine Leland ou des petits trucs, des petits personnages de 30-40 lignes sur Ali McBeal et machin. Et puis un jour, on me dit, bah voilà, on voudrait, il y a un essai, ils ont essayé tout Paris, ça marche pas, ils veulent pas, M6 veut quelqu'un, une nouvelle voix. Et je crois que c'est Franck Louis qui était ingénieur du son et qui est directeur artistique à Mediadub, qui m'avait entendu dans une ambiance. Il avait soufflé mon nom à Nadine Delanoë. Et je suis arrivé pour l'essai et elle m'a dit un truc qui a été formidable. Elle m'a dit, écoute, voilà, il y a une scène de plaidoirie impossible à faire. Tout le monde se plante. C'est une vraie galère, ce truc. Il parle à toute vitesse, ça n'en finit plus, c'est un essai interminable. Donc, détends-toi, tu n'y arriveras pas. Et ça a été génial. Parce que moi, qui d'habitude, je suis pas du tout, j'aime pas les essais, j'aime pas les auditions. Là, pour le coup, le trac revient. Je me sens toujours sur la sellette et tout. Et ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est super. Je veux pas y arriver, quoi. Ouais, j'ai pas besoin d'y arriver, en fait. J'ai pas besoin et je vais pas y arriver. Donc, c'est déjà réglé. Et puis, personne n'y arrive. Et en voyant le truc, je trouvais que ça allait pas si vite. Après tout, il parlait pas si vite. Donc, je le vois, je le revois. Et je me lance. Et à la fin de la prise, j'ai su qu'il se passait un truc, il y avait un silence. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas mal. Et le lendemain ou le surlendemain, sur mon répondeur, j'étais pris. Ça a changé ma vie, en fait, parce que ça a vraiment changé ma vie, parce que quand t'es pris sur le rôle principal d'une série qui est en plus plusieurs saisons, etc., tu sais que si tu le fais bien, tout le monde va t'entendre. Tout le monde va penser à toi, et plus pour des ambiances, mais pour des rôles principaux. Et donc, ça change tout, en fait. Parce qu'il y en a qui font... il y en a qui ont cette chance au bout de 10 ans. Moi, je l'ai eu tout de suite. Tu sais ce qui a fait que toi, ça a accroché avec toi, ce personnage, ce comédien, et que les autres... je pense que c'était un avocat de Boston. C'est-à-dire, c'est des avocats un peu intello, un peu élégants... Moi, j'ai un côté un peu intello, un peu élégant. Voilà, exactement. Ouais. Tu vois, on va pas me faire jouer les racailles, tu vois. Je peux le faire jouer être ridicule, tu vois. Et ça vient aussi du théâtre. J'avais fait beaucoup tu vois. Moi, j'ai eu du mal, par exemple, en doublage à virer les liaisons. Pour faire plus naturel. Moi, j'avais l'habitude de parler quand tu es en cours de théâtre, on te demande des alexandrins. Bon, mais pour ce rôle de Dylan McDermott, ça allait bien. Et j'ai regretté après qu'on me le confie plus parce que soi-disant, j'étais pas assez lourd et qu'il faisait l'acteur, il jouait les gros bras après. C'est pas vrai. Moi, je trouve que j'aurais pu coller sur à peu près tout ce qu'il a fait, mais c'est pas grave. Hein. Mais cette série, ça allait bien. Et puis, c'était génial parce que on a tous commencé avec cette série. Il y avait Laura Préjean, il y avait Jean-Paul Pitolin. On était tous des nouveaux, tu vois. Sauvane Delanoë, et c'était Nathalie Spitzer, c'était Jean-Louis Horvitz. C'était que des gens hyper sympas. Marie-Laure Beneston, tu vois. Donc, on rigolait énormément. Du coup, quand on rigole, moi, j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que je peux travailler qu'en disant des conneries et c'est ma manière à moi de me concentrer. Donc si au contraire il y a quelqu'un de trop sérieux qui dit écoute Stéphane, excuse-moi, j'ai besoin de me concentrer, tu vois, ça me stresse. Écoutez Stéphane, je vous aime bien, mais bah ouais, ça arrive parfois, il y a des gens qui supportent pas. Hein. Ouais, écoute. C'est pour ça que tu préfères bosser en track aujourd'hui ou... Je déteste pas de bosser en track, ça va vite. Je préfère ça dépend avec qui. Si t'es avec quelqu'un que t'aimes bien, de toute façon c'est toujours pareil. On se répond, on se marre. Évidemment. Après, quand on se marre trop, ça peut faire chier tout le monde parce qu'on perd du temps, on fait que des blagues, quoi.
si j'enregistre avec Benoît Dupac ou avec Jérémy Prévost, tout le monde nous dit au bout d'un moment, bon, ça suffit là, il faut qu'on bosse, faut qu'on avance. On a fait 2 boucles en 3 jours. Bon, et puis bien sûr, là où moi je t'ai découvert, je pense, sur la série Urgence, dans le rôle de Luka Kovac. J'ai déjà évoqué la série avec Thierry Desroses et Laura Blanc. Tu peux me parler de ce que représente cette série pour toi ? Ah ouais, parce que c'est une série qui a commencé quelques années avant que je fasse du doublage. Et moi, je la regardais. Et puis, alors, c'est drôle parce que bon, je commence à faire du doublage avec The Practice. Comme The Practice était diffusé un jour, Jenny Gérard, qui était la grande prêtresse du doublage d'une autre société que celle avec laquelle je faisais Practice, mais elle m'avait entendu à la télé, elle voulait savoir qui faisait ça, elle me rencontre et elle me fait faire des tas de petits films, etc. Et puis un jour, elle me dit « Alors, mon petit Stéphane, j'ai pensé à toi pour un rôle dans ER ». Bon, et moi, je ne savais pas ce que c'était ER. Oui, tu vois, moi la série, je la regardais, j'adorais ça, mais je la regardais en français. Donc pour moi, je voyais Urgence, tu vois. Ah oui, et Urgence en français. ER, c'est Emergency Room. Voilà, mais moi je savais pas. Et donc je lui dis Jenny, je dis merci Jenny, mais je pensais que c'était un petit truc comme d'habitude. Et puis quelques jours plus tard, je croise Gilbert Lévy qui dirigeait Urgence, qui me dit alors bravo, c'est toi qu'elle a choisi. C'est un rôle très important, il remplace Clooney et tout. Dans ER, je dis ah bon, dans ER, ah bah c'est bien. Mais ça, et Gilbert me dit mais t'as l'air de t'en foutre complètement. Et je disais ben non, je suis content, mais je savais pas ce que c'était en fait. Et puis j'arrive et je vois Urgence, putain. Et ça c'était génial parce que moi 3 ans avant j'étais devant ma télé et j'écoutais Noah Wyle doublé par mon copain, tous les amis étaient là. Par Eric, tous les copains étaient là, dans la télé. Entre-temps, 2 ans plus tard, je les avais rencontrés. Moi, j'admirais déjà Thierry Desroses, William Corine, tu vois, je les admirais beaucoup. Et là, je bossais avec eux. C'était génial, en fait. Et alors, c'était génial, mais c'était pas de la tarte parce que ça allait à toute vitesse. C'était très chiadé. Il y avait un superviseur des hôpitaux de Paris, une grande tronche qui... Ah ouais. Oui, ils avaient payé un mec pour valider les molécules, les termes techniques, médicaux. Pour pas qu'on ait l'air de couillon, parce que tout était très, très, très réel. C'est une série hyper réaliste. Le mec, tu savais ce qu'il faisait dans la vie ? Parce que des hôpitaux de Paris... C'était je sais pas, mais c'était vraiment une pointure. Et du coup, quand il validait les adaptations françaises, c'était béton. Sauf pour un truc qu'il avait signalé dès le départ. Et ça a été le running gag pendant, je sais pas combien de temps j'ai fait ça. Moi, j'ai dû le faire 6 ou 7 années, mais la série a duré 15 ans, tu vois. Mais il y avait... Tu sais, quand un mec a un arrêt cardiaque, on lui pose on lui fait un électrochoc. Et dans la série, on dit on dégage, tac, et tout le monde doit reculer pour pas se prendre le coup de jus. Bon. Et sur la rythmo, c'était jamais marqué on dégage, mais c'était marqué dégageons ou une connerie comme ça, tu vois. Donc à chaque fois, alors dès le premier épisode, le mec, le médecin en chef, a dit mais non, on dit pas dégageons, on dit on dégage. Donc ça avait, et il y avait toujours les correcteurs qui disaient pour l'écriture finale de la rythmo, de la bande rythmo, il mettait une rature rouge avec une correction et ça n'a jamais été corrigé. Et donc, pendant 15 ans, on a lu dégageons, je sais pas ce que c'était comme connerie, ôtons-nous, et ça a été corrigé, je crois, sincèrement, peut-être 3 épisodes avant la fin des 16 années, quoi. Donc ça, c'était vraiment... Marrant. Bah écoute, tu faisais Goran Visnik ? Goran Visnik, ouais. Lui, je double toujours. Je l'ai rarement pas doublé. Ça c'est cool, ouais, tu l'as gardé depuis. Je l'ai gardé depuis, ouais. Parce que sacré rôle. Et puis, comme tu disais, il a remplacé Clooney. Il a remplacé Clooney. C'était Patrick Noéry qui doublait Georges Clooney. Ouais. Clooney est parti. Il faut dire que dans cette série, de temps en temps, les acteurs, ça devait être très dur parce qu'ils avaient un rythme de tournage énorme et au bout de plusieurs années, ils en pouvaient plus. Ils étaient blindés de blé, donc je crois, j'ai lu Wikipédia sur. Attention à ce qu'on trouve sur Wikipédia. Ouais, c'est vrai. Mais ils disent qu'ils avaient proposé, je sais plus, je dis n'importe quoi, $20 million à Juliana Margulies pour qu'elle reste. Elle a dit non, j'en ai marre là.
Ah ouais, ça devait les Tu vois. user. Et moi, je pense que je serais resté pour ce prix-là. Oui, donc. Et tu penses quoi de lui, de Goran Vizhnechnik? Euh, je pense qu'il faut qu'il soit dirigé. C'est-à-dire, il peut être formidable. Il a été formidable dans plein de trucs. Mais c'est toujours pareil. Tout dépend de ce que tu tournes, en fait. Quand il n'y a pas le temps, même les meilleurs acteurs, même les Tom Cruise et compagnie, dans certains trucs, ils sont à chier parce qu'ils je sais pas, Bah, tu sais quoi, voilà. Quand ils n'ont pas un miroir qui leur dit, écoute, là, tu fais un peu trop dans de beau. comment, La menace fantôme, Voilà. Le copain George, il a réussi à faire mal jouer Liam Neeson quand même. Voilà. Il est ridicule. Donc, Ouais. parce que le mec, il y a que des écrans verts, enfin, comment on appelle ça, des fonds verts C'est partout. impossible. Il sait pas où il regarde, Bah il sait ouais. pas ce qu'il fait, donc forcément. Ben oui, et puis quand tu sais pas ce que tu fais et que tu es quand tu es dans une merde, tu te reposes uniquement sur surtout si personne ne te conseille, si t'as pas parce que pour moi un metteur en scène c'est un miroir si tu veux, c'est quelqu'un qui te dit attention, tu crois que tu donnes ça comme impression, mais en fait c'est pas ça que tu donnes. Moi je te dis tu crois que tu joues bleu, mais tu joues vert, tu vois. Ah, d'accord, pardon. Et là, tu peux comprendre et te corriger. Mais si personne te dit ça, tu te reposes uniquement sur toi. Et à ce moment-là, bah, Vizhnik, comme c'est un beau gosse, il joue le beau gosse, mais c'est un peu chiant, tu vois. Ouais. Et voilà, moi je trouve que... C'était une super série, il y avait des super scénars, les épisodes variaient de l'un à l'autre. Urgence. Ouais, absolument. Oui, mais même à la fin, ça s'est essoufflé. C'est-à-dire qu'il y avait jamais assez de problèmes, du coup. Donc il y avait, à la fin, il y avait un avion qui était tombé sur l'hôpital. Ouais. Ça devenait, tu vois... C'était, alors bizarre, moi je l'ai bien vécu, j'ai trouvé ça bien, c'était, alors effectivement, 23 épisodes quand même par saison à l'époque. Hein. Ouais. Ils en avaient même, il y avait un truc exceptionnel, je pense pas que ça a été jamais refait depuis. Ils avaient fait un épisode En temps réel. Ouais. Comme au théâtre. Ouais, je me rappelle. Et ils l'avaient joué 2 fois, une fois pour la côte ouest, une fois pour la côte est. Et les Français l'ont diffusé la nuit. Et donc là, les acteurs, il y avait une seule prise. Ouais. Il y avait 18 caméras partout, tu vois, et tout le monde, voilà, c'est un plan séquence. Donc il fallait pas se planter. Si tu savais plus ton texte, bah, tu devais continuer, tu devais te démerder, Ouais. et l'autre rebondissait. Et donc ça, c'est rigolo, tu vois. C'est. Ouais. Je suis en train de m'avachir sur ce ciel. Avachis-toi Non, tant que tu voilà. veux. Non, et ça, c'était une bonne série, mais je trouve qu'à la fin, et puis ça a donné lieu à ça a changé l'univers de la série. En fait, je pense que entre ça et Soprano, c'est les premières séries cultes. Et après les séries médicales, les Dr House, d'ailleurs, j'ai doublé dans Dr House. Ah ouais. J'avais un rôle sur plusieurs épisodes qui était chouette. Un DA qui avait vu Urgence et du coup. Voilà. Stéphane, il fait dans le médical. Mais pendant des années, quand j'allais boire des coups avec des gens ou chez des gens, on disait Dr Kovacs. Ouais. C'était le truc. J'ai un arrêt cardiaque. Mais voilà. Et moi, c'est drôle parce que je faisais du théâtre depuis des années. Tous mes potes s'en foutaient complètement. Mais complètement. C'est-à-dire que pour eux, bah ouais, il fait l'acteur, ça les faisait un peu chier d'aller au théâtre. Par contre, quand je leur aurais dit que je doublais dans Urgence, alors là, j'étais devenu une star. Bah, et j'avais un pote qui était infirmier à la Salpêtrière, je crois. Et il y a un épisode d'Urgence dans lequel il y a une remise des diplômes et il y a un type avec un papier qui appelle les nommés qui ont leur diplôme de docteur. Okay. Et j'avais demandé à Alain Flick, qui est récemment décédé, le pauvre, que j'aimais bien et qui faisait ce rôle, qui doublait le mec qui annonce les résultats des diplômes. Okay. Je lui avais dit, écoute, est-ce que tu peux mettre le prénom et le nom de mon pote parce que c'est un fan de... Alors il avait dit... Et il avait donné le nom de mon pote. Et j'avais dit à mon pote, si jamais j'arrive à placer ton nom dans la série... que je te dis l'épisode et que tu le regardes et que tu t'entends, si c'est bien mixé, tu t'entendras, tu m'offres une bouteille de champagne. Et ben j'ai eu ma bouteille. Ben voilà des bons plans, ça c'est bon. Goran, il a une voix un petit peu plus grave que toi. Est-ce que ça a été un problème ? Non, pas du tout. Est-ce que ça force certains traits dans ce cas-là ? Non, il a un côté qui me va bien. Il a un côté un peu ténébreux, le beau gosse ténébreux. Ouais. Et ça va très bien. Beau gosse des Balkans. Ouais.
Bon, non, je rentrais dans ses chaussettes, vraiment. Jamais ça t'a influencé sur ta façon de jouer ou ton timbre ou ton placement de voix? Non, alors, moi, je pense que je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, j'essaye de m'intéresser plutôt aux yeux des acteurs, tu vois. Il faut que la voix, qu'on ait l'impression que ça sorte du regard, de l'intensité. Et l'intensité, de toute façon, c'est toujours mieux j'ai une expression comme ça que j'aime bien dire, c'est tu prends les choses par en dessous. C'est-à-dire, au lieu de hurler, tu donnes de l'intensité, tu vois. Mm-hmm. Et t'es pas obligé de porter la voix pour ça. Et ça collait très bien avec Viznik parce que Viznik, il est dur à doubler parce qu'il a une bouche qui ouvre énormément, il ouvre des fours pas possibles. Mais ça, c'est une histoire de technique. Je me débrouillais. La technique, moi, ça m'amuse. Pour tu moi, baillais? Ouais, c'est ça. Je baillais, je fais et ça marche très bien. Voilà. Technique d'étoufflage à la con. Il y a aussi Damon Wayans dans Ma famille d'abord, que tu as fait sur 123 épisodes. Ça, c'est ce que j'ai fait de mieux. Ce que tu as fait de mieux, carrément, ça que tu dis? Ouais, je pense que c'était une rencontre. Alors là, pour le coup, le timbre, je sais pas si c'est le même, mais c'est moi. On se pose même plus la question au bout de 3 épisodes. C'est moi. C'est-à-dire que je l'ai refait. J'ai fait une émission de télé l'émission de Donald. C'était génial. Il m'a fait refaire un doublage qu'on peut voir sur TikTok. C'était trop bien. En fait, j'ai l'impression que je l'avais pas quitté, alors que ça faisait 25 ans que j'avais pas doublé ce mec. Et on n'a pas répété. Hein. Il nous a balancé le truc. On l'a fait une prise. Et voilà. Et c'était comme si je l'avais pas perdu, comme s'il était en moi, tu vois. Tu saurais dire pourquoi et comment? D'abord, je pense que je l'admire beaucoup, ce clown. Je pense que c'est un super. Ces épisodes de Ma famille d'abord, c'était très drôle, ça a bien vieilli, c'était intelligent. Et puis, je trouve que c'est une histoire d'admiration. Ouais. J'étais épaté par ce qu'il faisait, sa fantaisie, son rythme, ses changements d'humeur, ses grimaces, tout ça, je trouvais ça super. Et ça correspondait à ma fantaisie à moi. C'est-à-dire que sur le plateau, en faisant le doublage de ça, je faisais péter de rire Ninou Fratellini, qui était ma femme. J'en faisais des caisses, je faisais rire tout le monde. Et c'était pas pour faire le malin. C'était parce que collait au perso. Et puis parce que c'était joyeux. On était joyeux. Tu vois, on fait quand même un métier super. Il faut quand même dire les choses. Je sais pas si, parfois je me pince, moi, pour me dire, mais putain, mais c'est génial. Tout à l'heure, avant de venir, je doublais un truc avec Ninou d'ailleurs. Ouais. Qui dirige une série de dessins animés amusante, et je doublais, je disais des bêtises, et je me disais, mais voilà, c'est mon travail, tu vois, je fais ça pour vivre. Il y a tellement de gens qui font des métiers qui n'aiment pas ce qu'ils font, fatigants, qui n'aiment pas ou qui n'ont aucun sens. Moi, je fais rire les gens, je les divertis. Parfois, je fais des choses un peu plus sombres, qui sont touchantes, bouleversantes. J'ai fait des films qui faisaient pleurer les gens, mais c'est superbe. Enfin, tu vois, c'est vachement bien comme métier. Donc moi, le matin, je vais doubler un lapin. Avec toi, je fais Oggy Oggy. C'était une espèce d'extraterrestre avec une bonne frimousse. Je vais doubler un petit chat. Ouais, mais un chat extraterrestre quand même. Il ressemble pas moi, j'ai un chat, il ressemble pas du tout à Oggy Oggy. Un chat bleu, un chat Et puis je double des psychopathes, des tortionnaires, tout ce que tu veux, des monstres, tout ça, c'est vachement bien, quoi. Ouais, c'est un métier chouette. Yes. Bon, écoute, je vais pas m'attarder sur, en tout cas, cette série, parce qu'effectivement, tu as fait un stream VF il y a pas longtemps, donc allez-y si vous ne l'avez pas déjà vu. T'es un de ceux qui excellent en voice-over. Il y a quelques machines de guerre. D'aucuns prétendent que tu pourrais enchaîner 300 lignes à l'heure. Tu confirmes? Oui. J'en sais rien. Non, bon, c'est un truc. C'est toujours pareil. Tu sais, quand tu te sens à l'aise dans un domaine, tu fais des choses.
Mais je suis pas le seul, mais c'est vrai que j'avance vite. De toute façon, il y a pas de secret. Hein. Je suis pas engagé pour mes beaux yeux. Je suis engagé parce que je vais vite. Je sais qu'un jour, si je vais moins vite, ou si j'ai besoin d'un dentier et que vous m'aviez pas au lit dedans, tu vois, ça sera foutu, quoi. Ouais. Donc, il faut tracer. Et c'est vrai que, les voice-overs. Et les voice-overs, ça aussi, c'est varié. Parce que quand tu fais une voice-over, il faut peut-être expliquer ce que c'est une voice-over. Voilà, j'aimerais justement qu'on parle un petit peu de l'exercice. C'est notamment des documentaires. Et c'est parler par-dessus quelqu'un. Voilà, c'est simple. Admettons, t'as un pêcheur mexicain sur son lac au petit matin. Il va parler comme ça avec sa petite canne à pêche. Et puis toi, tu le laisses commencer. Puis, par-dessus, tu dis, tous les matins, je viens ici pour pêcher depuis 60 ans. Et c'est la 61e année maintenant, mais il n'y a plus un poisson avec cette pollution à la con. Et ça, donc tu parles en rythme, légèrement décalé, à peu près sur lui, et tu finis avec lui. Bon. Et ça peut être pour des trucs très sérieux, Arte, trucs sur la mafia horrible et tout, ou alors des trucs pour des programmes débiles, de certaines chaînes débiles. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas de faire des trucs débiles, parce que moi, je me marre du coup. On rigole. On rigole. Alors, par contre, il faut pas me dire de pas rigoler, parce que si je tombe sur un mec qui me dit, écoute, là, sois un peu sérieux. Bah non, je suis pas sérieux. Merde, on fait de la merde. On fait de la merde. Il faut bien. Parce que alors là, non, là, je me vexe. Ouais. Non, mais clairement. Puis, comme tu dis, c'est rigolo de faire des programmes un peu débiles. J'ai fait en décembre, genre l'île de la tentation, version Netflix. Ah, ça c'est très beau. Voilà, ça. Donc, c'est une belle histoire d'amour. On rigole comme mais c'est des fous rires, mais laisse tomber. C'est horrible, n'empêche, parce que on a des fous rires, mais parfois on se dit, mais quand même, le monde va mal, quoi. Quand tu vois la vulgarité de ces trucs. Faut pas réfléchir à ça. Ouais. C'est juste la bêtise des candidats, en fait, qui nous font mourir de rire. Ouais, mais la vulgarité, le seul moyen, c'est d'en rire. Ouais. Parce que sinon, tu t'es foutu. Ah, mais c'est le meilleur des remèdes à tout. Ouais, bah du coup, c'est ça un peu. C'est quoi ton point de vue par rapport à cette expérience, à la voice et tout? Toi, t'as juste... parce que t'es hyper à l'aise, mais il n'y a pas de complexité particulière, il y a pas de... C'est un exercice particulier quand même, la voice. Pour moi, c'est pas difficile, non. Tout le monde n'y arrive pas comme ça, quoi. Mais c'est bizarre, parce que... D'abord, je pense que les gens sont perdus. Ils sont perdus. Parce que quand ils arrivent, ils ont jamais fait... Quand je dis les gens, les comédiens qui arrivent, qui n'ont jamais fait de voice, me disent, t'es le premier à m'appeler pour de la voice, du coup, je stresse un peu parce que je comprends pas la voice. C'est entre le jeu, entre la narration, je sais pas comment on fait. Alors ça, il faut s'intéresser... Bon, j'ai pas de conseils à donner, mais tu vois, tu vas pas prendre le même ton quand tu fais une voice-over pour Arte ou pour Discovery Channel, tu vois. C'est plus ou moins grave, plus ou moins joué, plus ou moins interprété. Donc il faut être vachement plus tenu quand c'est pour Arte, il faut en faire beaucoup moins, etc. Dans d'autres programmes, tu peux donner à manger au chien, tu vois, il faut nourrir le truc, tu peux presque jouer. Après, je pense que les acteurs s'emmerdent avec un truc, on leur explique que, voilà, alors ton personnage commence à parler au timecode 29755. Bon, et alors là, les acteurs qui n'ont pas l'habitude, ils sont là tremblotants, ils regardent le timecode 2726, ça va être à moi, hein. Et là, ils se plantent. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre. Quand on me dit ça, ça m'intéresse pas, parce qu'en fait, tu l'entends arriver. Je l'entends arriver. Quand il parle, j'ai pas besoin de regarder l'image, moi je reste tranquille sur mon texte, et j'entends le petit pêcheur mexicain, immédiatement j'entends le ton qu'il prend. Je sens immédiatement s'il parle vite ou pas. Parfois, il y a des gens qui parlent, mais à 2 à l'heure. Alors ça, c'est les plus chiants à doubler. Parce que tu vois, si tu dis, tous les matins, je prends des ma barque... Tu nous expliques que c'est un balai, parce que c'est vrai que les rois des balais... Oui, ta phrase, parce que maintenant, avant c'était, enfin les voice-over avant, au début c'était sur du papier, ensuite on les passait sur tablette, et maintenant ils écrivent ça à la rythmo. Donc ils parlent, tu parles en rythme, donc t'es un peu tenu comme au doublage de suivre la phrase telle qu'elle défile. Sinon après tu prends du retard, t'es foutu. Non mais la rythmo c'est fastoche. Voilà. Mais quand t'es sur tablette. Et alors ce que c'est qu'un ballet, c'est que par exemple t'as ta phrase qui arrive, tous les matins je viens ici à 3h du matin et je reste jusqu'à
5 heures du soir, tu vois. Bon. Et là, pour essayer de rendre ça naturel et vivant, tu peux te brosser, Bon tu vois. courage. Donc ça, c'est assez, c'est assez drôle. Mais parfois, les mecs qui parlent vite, c'est un autre problème. Parce que tu te dis, putain, le salaud, quand est-ce que je vais respirer? Mais, mais bon, à la limite, voilà, tu cravaches, tu t'accroches. Normalement, si t'as bien dormi la veille, tu bafouilles pas. Mais quand il parle à 2 à l'heure, alors, alors tu rajoutes du texte, tu fais des espèces de circonvolutions, etc. Bon, c'est rigolo. Ouais, c'est drôle. Mais ouais, la voice, c'est bien, ça repose entre 2 doublages. C'est bien de varier, en fait. Ouais, tu vois, mais moi, les je fais un peu exercices. tout. Hein. Ouais. Pas assez de pub. Ah voilà, Voilà, c'est dit. l'appel est lancé. Stéphane ne fait Voilà, pas voilà, parce assez qu'en ce moment, j'ai un problème de pub. toiture, si je pouvais. En 2007, tu commences le rôle de Kaidan Alenko dans la trilogie Mass Effect. Quel est ton rapport avec ce média, le jeu vidéo? Ah, Un peu, beaucoup, pas du tout. j'en fais beaucoup, ouais. T'en fais et tu joues un peu? Pas du Mon tout. fils joue. Ouais. Mon fils... Un gros gamer. Ouais, trop. Il ferait mieux de travailler. Voilà, non, il joue sur PlayStation, je crois. Il te l'a pas fait, non, mais c'est pour Alors, t'entendre. il aime pas papa. trop. Non, non, au contraire, il aime pas quand il m'entend. Oh, papa, c'est encore toi. Non, je sais pas si ça le dérange en fait. Mais en tout cas, moi, je joue pas. Non, je joue pas. Jamais? T'as jamais joué? Je jouais quand j'étais jeune. Ouais, Je jouais, tout à mais fait. pas sur des trucs comme ça. Moi, j'aimais jouer à Pac-Man et Mais oui. j'étais champion de France de Space Invaders. Sans déconner, j'étais hyper fort. Ok, donc il y avait le flipper et Et Space ah Invader. ouais, non, mais Ouais. voilà, je te dis, quand Ouais. j'ai fait des études de théâtre, c'était des études sérieuses. Mais voilà, non, je joue pas. Je fais ça très souvent. Je fais beaucoup de jeux. Ouais. Et il y a quelque chose d'amusant. C'est un truc à prendre. Tu vois une phrase, t'entends une voix juste avec une onde, une voix anglaise. En général, elle est pas bonne. Enfin, souvent, ça manque de vie, ce que j'entends. Non pas que ce soit des mauvais acteurs, mais ils n'ont pas l'habitude. Nous, on a beaucoup plus l'habitude. Et donc, tu donnes de la vie à quelque chose en imaginant une phrase qui est complètement décontextualisée. T'as beau avoir le DA. Moi, j'ai travaillé avec toi. On en a fait ensemble. Et t'as beau me dire, tiens, alors voilà, t'es un héros. Tu sors ton sabre laser, ton pistolet laser, tu dessoudes tout le monde. Ok, Mathieu. Mais en fait, tu t'es obligé, tu imagines immédiatement, tu vois, en une phrase, une fraction de seconde, tu sais quel type de vie il faut donner pour que ça soit... Et je m'imagine toujours à la place du gamer, il faut qu'il soit pris par le truc. Et ça, j'y arrive à le faire. Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs que j'y arrive, où il y en a d'autres que j'y arrive T'as pas. de l'imagination, je pense. En tout cas, pour ça, ouais. Ouais. Mass Effect, c'est de la science-fiction, c'est ton délire ou t'es plus réaliste en ce qui concerne ton divertissement? Dans ce que je regarde, Ouais. moi, j'ai des goûts très variés, très éclectiques. La science-fiction, plutôt dans les romans, les Kadik, etc. Ouais. Tu lis pas mal? J'ai des périodes. J'ai des périodes où je lis beaucoup, et puis après moins. Après, j'enregistre beaucoup de livres aussi. Donc, par la force des choses, en ce moment, j'enregistre. Je commence des romans, et puis je viens d'en terminer. Donc, chaque année, j'enregistre peut-être une dizaine de romans. Ah, quand même. Donc rien que ça, il faut les préparer, il faut les travailler. Ça, Tu prépares beaucoup? Ouais, il faut. Enfin, je pense, ça dépend. Ça dépend quand tu prends un risque si tu prépares pas. C'est-à-dire si tu te lances dans la lecture d'un roman et que tu fais parler un personnage avec une voix comme ça et qu'à la page 80 il y a une description de la voix de ce mec qui parle comme une souris, eh ben tu te retapes 80 pages, tu vois. Il faut quand même anticiper un peu. Et puis c'est mieux. Alors il y a un problème, c'est que quand tu le lis 2 fois, bah t'as plus la surprise, donc du coup c'est moins bandant à faire, quoi. Ouais. Mais j'essaye quand même de préparer beaucoup. Ouais. Après, je te dis, moi, sinon j'ai le trac. Donc, c'est quand même le fait que tu es comédien et t'es censé feindre la surprise quand il faut qu'elle soit là. Voilà. Bon, ça, c'est vrai que. Mais c'est très intéressant de lire un roman. Tu vois, on parlait de science-fiction, j'ai lu tous les livres,
tout le cycle de fondation, il y avait 8 volumes et encore un autre cycle de, je sais plus le nom, mais pour il y toi avait ou professionnellement? Non, pour enregistrer. Trop bien. Donc ça se trouve sur les plateformes Audiolib, etc. Et c'est donc moi c'était un auteur que j'avais jamais lu et du coup j'ai lu 11 volumes. Bah ouais. C'était mon travail. Mais c'est passionnant en fait. Et alors là pour le coup tu deviens un peu un spécialiste du truc parce que je me suis tapé 2 fois 11 volumes. En fait j'ai relu les 11 volumes et c'est chouette. Tu as des milliers de personnages. Assez peu de femmes, curieusement, chez Asimov. Il n'y a quasiment pas de femmes. Ça, c'est un mystère et c'est très, très curieux. Mais tu lis tous les personnages, tu les incarnes, tu leur donnes des voix différentes, tu les personnalises. Les scènes de combat, tu les vis à fond. Ouais. C'est hyper chouette à faire, tu vois. C'est vraiment... tu racontes une histoire, mais t'es complètement... c'est du jeu pur. C'est super à faire. C'est épuisant. Moi, je fais que des demi-journées. À bout de 4 heures... J'en peux plus, il n'y a rien de plus fatigant que ça. Ouais. C'est très très crevant. En 2008, il y a un rôle, que dis-je, The Role, qui va peut-être changer pas mal de choses pour toi. On va arrêter de te voir un peu comme un gentil à la voix douce, puisque tu fais Heath Ledger dans The Dark Knight, le chef-d'œuvre de Nolan. Est-ce que tu dirais qu'avant ça, on te cantonnait un peu trop au rôle de gentil? Non, parce que j'ai toujours fait... C'est curieux, hein. J'ai toujours fait les gentils papas comme dans Ma famille d'abord ou les beaux médecins ténébreux qui soignent les beaux mecs, les amoureux romantiques, tout ça, et les tarés. Et c'était Jenny Gérard, elle avait ce sens du casting, elle savait que j'étais capable d'être fou, quoi. Tu vois, vraiment. T'es Gémeaux? Non, je suis Scorpion. mais bon. Mais elle me connaissait. Elle avait vu ça. Elle avait dit écoute, il n'a pas vraiment la même voix que toi, mais je connais personne qui peut faire ça. Il est vraiment dingue. Il n'y a que toi qui peux le faire. Viens le faire. Voilà. Et ça, j'ai eu de la chance. Tu sais que quand Luc Hamet imite Jenny Gérard, c'est cette voix-là. C'est la même voix. Mais il imite mieux que moi, Luc. Non, mais Luc, il a un don C'était un cartoon ambulant. C'était un cartoon ambulant, voilà. Hanna-Barbera. Ouais. Alors, comment t'as vécu ce film, The Dark Knight, cette expérience? Je rappelle que Ledger a eu l'Oscar à titre posthume pour ce rôle. Ouais. Il y a plusieurs itérations du perso, notamment ceux de Nicholson et de Phoenix. En quoi celui de Ledger est marquant et différent? Ah bah ça vient de l'univers. Moi, je me rappelle, j'étais à la première du film de Tim Burton avec Jack Nicholson. Et c'était merveilleux parce que ça sortait des Batman qu'on avait vus en collant et en lycra, tu vois. Ouais, la série là, des années c'était 60. génial. Mais c'était des films joyeux. Ce qui change avec Heath Ledger, c'est le côté sombre. L'univers de Batman là est complètement. C'est plus un film pour les petits, tu vois. C'est un film sur la noirceur. C'est une ville de cauchemar en fait, avec un personnage cauchemardesque. Et ça pose des problèmes moraux, ce film. L'histoire est assez forte pour ça. Voilà, donc. Ouais, l'idée du Joker, c'est tout le monde peut être fou en fait, comme moi. Vous pensez que vous êtes sain et que moi je suis fou, mais il suffit d'une petite pichenette, regardez, pour que le monde devienne taré. Et puis il oblige les gens à se situer par rapport à leur niveau de saloperie, puisque s'ils veulent se sauver, il faut qu'ils tuent les autres. Ouais. Donc il y a cette histoire de bombe là. Ouais, ouais, il impose des choix moraux. Tout ça. Et puis c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas une crapule ordinaire, parce que par exemple l'argent n'est pas son mobile. Non, il s'en fout. Il s'en fout, il fait brûler le fric. Donc, en ce sens, c'est un personnage profondément anarchique. Il est même un peu comme le Christ, tu vois, qui devient un danger parce qu'il dit l'argent, on s'en fout, tu vois. Vivez d'amour et d'eau fraîche. Lui, il dit vivez de crimes et de je sais pas quoi. Mais le fric, ça compte pas. Il a des valeurs complètement transgressives. C'est un malade psychopathe, effectivement, donc il n'est pas très sympathique. Mais ce personnage de Heath Ledger
était sympathique quand même, pas comme Jack Nicholson qui était comique et qui pleure. Oh, mes ballons, il a trouvé mes ballons. Mais avec Heath Ledger, c'était sympa parce qu'il était quand il est déguisé en infirmière, etc. C'est étonnant, quoi. Effectivement. Et ces images, elles sont très belles. Donc moi, je m'en suis pas rendu compte immédiatement parce qu'on voyait pas grand-chose. Okay. Mais à la fin du film, quand j'ai fini d'enregistrer, j'ai mis 4 jours pour enregistrer le rôle avec Jenny et la Warner, avec Laurie Rowe qui supervisait. Enfin, il y avait Jenny et la Warner. Tu te rappelles de la difficulté du rôle? Si tu l'as tout de suite chopé ou... Non, tout de suite chopé. Bah, c'était terrible parce que au début, je savais pas du tout l'importance du rôle. Et j'avais fait la bande-annonce, mais on comprenait rien. En plus, c'était crypté, je comprenais rien. Je savais pas si le Joker allait faire une apparition de 2 scènes ou si c'était la figure centrale. Jenny m'a dit, écoute, j'ai pensé à toi, il faut que tu le fasses. Mais il y avait la Warner qui était là. Si ça convenait pas, je dégageais, on me disait de rester chez moi le 2e jour, tu vois, et ils essayaient quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, il faut que ça soit... Il n'y a pas de problème pour te remplacer, si tu veux. Et il n'y a pas de problème de temps. C'est-à-dire que tu peux travailler aussi longtemps que tu veux, c'est nos limites. Les budgets sont... C'est Jenny qui t'avait choisi? C'est Jenny qui m'avait choisi. Il n'y a pas eu d'essai. Ah, c'est dingue ça. C'est dingue. Ah ouais. Mais Jenny m'a fait faire des films, elle m'a fait doubler Adrian Brody sans essai, elle m'a fait doubler dans Minority Report, j'ai fait des tas de trucs avec elle sans essai. Elle était la reine et elle était connue pour faire des castings extraordinaires. Donc à l'époque, les gens étaient intelligents, ils laissaient faire les gens qui avaient du talent et qui connaissaient leur métier. Par contre, il fallait que tout le monde soit d'accord. Et là, il y avait la Warner qui était là, Laurie Rowe, je sentais que j'étais sur un siège éjectable. Ça, c'est pas confortable. Ah, tu l'as senti tout de suite? Tout de suite. Je me suis dit, si j'y arrive pas, si brusquement c'est pas assez bien, je dégage. Est-ce que ça t'a motivé? Au contraire, ça t'a un peu freiné? Ça t'a entravé? J'aime pas ça. Moi, je te dis, je préfère quand on m'aime bien. Heureusement, Jenny, je l'aimais tellement, moi, que je voulais lui faire plaisir. Et je me retournais toujours vers elle. Et je voyais que ça allait. Et puis, j'ai eu de la chance. Il y avait un ingénieur du son, Vincent, qui était très bien. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les ingénieurs du son. Parce que les ingénieurs du son te mentent pas. Ils ont les pieds sur terre. Ils ont les pieds sur terre. Ils ont des problèmes pratiques, techniques. Et quand tu sais plus, surtout quand il y avait une direction bicéphale comme ça, parfois je savais plus. Puis, tu sais, avec le track, t'es plus vite fatigué. Et c'était des scènes dures, hein. C'était dur à faire. Je voyais pas grand-chose en plus, et puis avec sa blessure, la bouche avait des trucs à faire. Il fallait faire d'un point de vue technique, c'était très casse-gueule à faire. Mais bon, et parfois je savais plus. Et je regardais l'ingé son, pèse un peu, c'est trop fort. Et bon, et je disais, je voudrais encore un coup d'anglais. Ok, j'y retournais. Et en fait, au bout d'un moment, c'est moi qui ai pris le pouvoir avec l'ingé son. J'ai senti qu'il parlait plus trop derrière. Puis j'ai senti que petit à petit, ça allait. Et puis tu t'installes dans le rôle. Après, c'est toi. Au début, tu me dis que cette direction bicéphale a été pouvait être problématique. Tu dis bicéphale et en même temps, c'est-à-dire contradictoire. T'avais 2 directions différentes, distinctes. Bon, c'est 2 femmes intelligentes, donc elles n'étaient pas dans le conflit. Ou en tout cas, s'il y en avait un, elles essayaient, elles se rendaient compte que ça serait pas malin de le faire ouvertement devant moi, mais tu sentais qu'il y avait c'est des films désaccords. qui coûtent vraiment, c'était des trucs très, très attendus, tout le monde t'attend au tournant, donc chacun, tu vois, il y a une hiérarchie, je suppose qu'il fallait qu'elle fasse écouter elle-même les trucs aux États-Unis, j'en sais rien, mais ça se passe comme ça, donc t'attends le feu vert, est-ce qu'il est bon l'acteur là, est-ce qu'on peut continuer avec lui? Oui, ok, continuez, ça a l'air pas mal. Et puis toi, tu t'imagines, tu te fais ta sauce. Au bout d'un moment, j'avais décidé mais je sais que j'étais tellement fatigué que le dernier jour, elle voulait que je revienne pour faire encore elle hésitait sur une phrase, elle voulait une autre proposition. C'était des studios dans les très beaux studios de Vanves, Cinéphase.
Moi, j'habitais à l'époque dans le 17e et je lui dis non, Jenny, je reviens pas, je suis trop crevé. Ou alors tu m'attends, mais je fais une sieste de 2 heures, là je peux plus, je tombe. En fait, j'étais malade de fatigue, mais vraiment crevé. Donc elle m'a dit Le rôle qui était épuisant ouais. ou les conditions également. Ouais, ma femme m'a dit que quand je rentrais, à partir du 3e jour, j'avais une gueule défaite, quoi, complètement creusée, et puis j'étais sous pression vraiment, tu vois. Tu te dis que c'est, j'ai compris assez vite que c'était quand même top, tu vois. Et quand on a terminé l'enregistrement, il y a ce qu'on appelle la double bande. La double bande, c'est quand le doublage est terminé, tout le monde se réunit, c'est-à-dire les techniciens, les auteurs de l'adaptation, les directeurs artistes, la directrice artistique, et puis les studios. Enfin, tout le monde est là dans la salle. On passe le film, les acteurs aussi. Et si jamais il y a un truc qui va pas, on lève la bras et la bande s'arrête et on discute. Et éventuellement, on refait, on note et on refait le lendemain. Donc, tu te dis, la double bande, ça peut être un plaisir ou ça peut être une purge. Si les mains se lèvent toutes les 2 secondes, bah, tu sais que ton film, c'est de la merde, il faut tout refaire, quoi. Et donc, moi, j'étais là. Et alors, il y avait mon ami Vincent Violette, qui est vraiment un type que j'aime énormément, qui doublait le... Gary Oldman. Mm-hmm. Et donc, de temps en temps, il me regardait, il me faisait comme ça. Et bon, aucune main ne s'est levée. C'est passé. Et là, pour la première fois que j'ai vu le film, avec pas l'image comme au cinéma, mais une image sans trop de copyright, gna gna gna. Et là, je me suis aperçu que c'était un chef-d'œuvre, en fait. C'est-à-dire que c'était très beau. Que là, tu l'as... Ouais. Ah. Bah oui, parce que... Oui, la copie de travail était... D'abord, j'avais vu que les scènes. Il n'est quand même pas de toutes les scènes. Ouais, c'est vrai. Et puis, t'as pas le rythme, tu vois. Et puis, t'es concentré sur autre chose. Tu essaies de... Voilà. Et ça, tu disais que ça avait beaucoup changé pour moi. En fait, moi, je m'attendais à ce que on me propose plein de boulot derrière, comme un peu le nouveau roi du doublage, tu vois. Mais que des psychopathes. Ouais, mais enfin. Ça, t'avais pas peur. Ouais, mais je m'attendais en tout cas à ce que mon agenda explose. Et puis non. Pas du tout. Au contraire, c'était comme si j'avais gagné le Tour de France. Celui-là sera pour le Tour de France de l'année prochaine. En attendant, j'ai fait plein de petites merdes, mais j'ai pas fait des. Tu sais pourquoi ? Il y a une raison ? Je pense que c'était très marquant. Et du coup, il voulait pas retrouver la voix du Joker. Ben, C'était devenu la voix du Joker. Ouais, je sais pas. J'ai repensé à ce qu'un pote m'avait dit à propos de Serge Sauvion qui doublait Colombo. Ouais. Il ne bossait pratiquement plus après parce qu'il était tellement marquant dans Peter Falk. Bon, moi, j'étais pas. Je bossais quand même. J'ai toujours beaucoup travaillé, mais je sais pas. T'as l'impression qu'il y a quand même un avant-après ? J'ai l'impression que c'est dommage qu'on n'ait pas fait plus appel à moi pour doubler des films, des longs métrages. Je pense que j'étais catalogué parce que j'avais fait beaucoup de séries et il y avait il y a un petit peu un sectarisme dans ce métier où et puis je travaillais avec Jenny et quand Jenny s'est arrêtée, voilà, je faisais des longs métrages essentiellement avec elle. Quand elle a disparu, j'ai fait, j'ai heureusement depuis fait d'autres films, des beaux films avec Barbara Tissier, j'ai fait des tas de trucs superbes, etc. Mais je pense que j'aurais aimé faire plus de grands trucs au cinéma, doubler par exemple. Heath Ledger est mort, donc j'ai pas eu de chance, tu vois. Mais si j'aurais bien aimé suivre des grands acteurs comme mon ami Damien Boisseau, etc. Que j'adore, lui. Qu'est-ce que je trouve qu'il est bien. Mais tu vois, j'aimerais bien doubler des trucs comme ça, tu vois, avoir un récurrent qui fait 4 films par an, ça me dirait bien, parce que j'aime bien le rythme des 35. Des 35, c'est sympa, parce que t'as le temps, tu peux déconner un peu plus. Ouais, comme tout. Ouais, t'aimes pas bosser à la mitraillette, quoi. Bon, si, et puis c'est autre chose, c'est un lot de confort, et puis tu gagnes ta vie, etc. Mais de temps en temps, un beau film, c'est bien. Tu vois, un acteur que tu suis sur un grand écran, c'est quand même ça le cinéma. Donc du coup, c'est un rôle qui t'a marqué, qui a été éprouvant, hein, quand même. Hein. On peut le dire. Ouais, hein. même physiquement, ouais. Ah ouais. Ouais.
Oui, et Tu as mouillé la chemise, mais je crois que le résultat, ça. c'est là. Ouais, les gens généralement trouvent que c'est bien. Après, sur les réseaux, t'as beaucoup de gens qui t'expliquent que c'est ni fait ni à faire. Alors, le réseau, il y a Voilà. de tout, il y a à boire et à manger. donc, Mais je m'en fous. Moi, je pense que c'est pas mal. Et je trouve aussi que c'est assez impressionnant. C'est un film de 2007 ou 2008. Ouais. Et on en parle toujours. bien sûr. Ouais, Et quel aujourd'hui chef-d'œuvre. encore, les gens me disent c'est le Joker. On me parle de ça. Tu vois, ça Ouais. c'est. Je sais qu'au final, c'est ça qui reste, quoi. Le film est canon, le rôle est top. Ouais. D'ailleurs, pourquoi on dit que jouer les méchants, c'est mieux, selon toi? Je pense que les rôles les plus intéressants, c'est les rôles avec des aspérités, tu vois. Si tu chez Molière, par exemple, les jeunes premiers sont formidables, mais ils sont amoureux et un peu niais. Pas forcément, mais en tout cas, c'est le risque a priori. Si tu les fais au premier degré, si tu sais pas leur donner du corps, ça peut être un peu l'amoureux gentil, tu vois. Bon, un personnage comme ça, une dimension machiavélique comme ça, c'est formidable à faire. Après, j'ai beaucoup fait de psychopathe. Parfois, c'est pas bien. C'est-à-dire que moi, je déteste les films euh, de torture pour la torture ou les livres. J'ai enregistré des romans. Maintenant, je veux plus faire ça. Qui reposaient essentiellement sur le côté sadisme, etc. Ça me fait chier, ces trucs-là. Et ce qui était bien dans ce psychopathe-là, c'est qu'il était génial. C'était un diable passionnant, un diable perfectionné, tu vois. C'était pas une espèce de caricature de méchant. Donc, mais les rôles les plus intéressants, oui, c'est les salauds ou c'est les gens, c'est les menteurs, c'est pas, il y a rien de plus ennuyeux que quelqu'un de calme et doux sans problème, tu vois. Tu vas reprendre un rôle iconique sur pas mal de supports après. Est-ce que interpréter un rôle un peu instinctif à répétition n'a pas tendance à assoupir ce qui fait l'essence du perso, du coup? Je refais. Ouais. Est-ce que interpréter un rôle qui se veut instinctif comme ça, tu vois, les fous qui Ouais. partent un peu à droite à gauche, on sait pas Ouais, où, ouais. à force de le faire à répétition donc, Ah oui. n'a pas tendance à assoupir ce qui fait l'essence du perso? Puisque tu l'as fait sur des jeux, tu l'as fait sur des dessins animés, je crois, après, le Joker. Bah, le Joker, je suis désormais celui qui remplace Piraté pour le Joker, donc Et c'est bah vrai. voilà. Et je le fais, mais c'est jamais le même. Parce que le Joker pour les tout petits, c'est évidemment pas Heath Ledger. Hmm. Et puis, il y a des dessins animés qui ont plusieurs niveaux. Tu vois, il y en a pour les ados, il y en a pour les adultes. Il y a des Jokers très sombres. Quand je le fais pour des franchises, je retrouve vraiment le personnage, etc. Donc, moi, ça m'amuse toujours de le faire. Il est toujours énergivore. Il part toujours dans ses rires de dingue. De temps en temps, c'est très bien, parce que, par exemple, il y a des très beaux dessins animés, magnifiques, vraiment des animés superbes avec des images merveilleuses. De temps en temps, il y a des très bons jeux, excellents, avec des animations qui sont top. Donc là, je me régale, en fait. Quand c'est pour les petits, c'est mignon à faire aussi. Donc je me plains pas. Et puis, tu sais, il faut pas oublier que c'est quand même une chance, quoi. Enfin, c'est un personnage que tout le monde attend, que tout le monde aime. Et tu te dis, bah voilà, en France, c'est moi qui le fais. C'est chouette. Ah bah carrément, je dirais pas le contraire. Hein. D'ailleurs, pourquoi il est si iconique d'après toi, ce perso? Je sais pas. Je pense, que toute la BD, Bob Kane, tout ça, c'est, il y a une histoire très curieuse finalement. Ce gamin, les parents assassinés, l'argent, la ville, je sais pas, ça a accroché, ça touche les gens pour des raisons que j'ignore. Et ce personnage de Joker, on ne sait pas exactement.
si c'est un zombie, parce que Jack Nicholson, il avait quand même une tête chelou, tu vois. Normalement, il devrait être mort dans son bain d'acide. Je sais pas ce qui touche les gens. À vrai dire, j'ai compris, je crois, ce qui touchait les gens dans le Dark Knight. Mais c'est justement ce côté mettre les gens devant leurs responsabilités, tu vois. Mais j'ai pas compris. Je sais pas. C'est très sombre et c'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse de ça. Ok, bah on va laisser le mystère répondre. Tu fais Chacal dans Overwatch. Ouais, il ressemble un peu d'ailleurs. En quoi il diffère de ton Joker? Bah, il est plus cartoon, quoi. Ouais. Lui, c'est un cartoon pur. Et mais Tu pousses le curseur à fond, quoi. ouais, alors là, pour le coup, c'est vraiment. Il y a plus une dose de retenue. Ouais. Et c'est du cartoon pur. C'est très marrant à faire. Ouais. Mais par contre, il faut pas avoir un truc derrière parce que tes cordes vocales, elles en prennent un coup. Hein. C'est des grosses séances à chaque fois. Non, je crois que là, ça fait longtemps que j'en ai plus, mais non, c'est fini. Au début, oui, c'était des séances. Au bout de 4 heures, j'étais bien assez. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais c'est bien. Il y en avait même. Il y avait des séances où je chantais et tout. C'était super. Cool. Ouais, c'était un bon souvenir. On va parler du néo-zélandais Taika Waititi. Il est acteur et réalisateur et il a un univers bien à lui. En 2017, le monde le découvre lorsqu'il réalise Thor Ragnarok, un délire néo-rétro années 80 avec une Cate Blanchett névrosée dans le rôle d'Ella. Première question, est-ce que Ella est là? Mais ouais, elle a ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas. Voilà. Non, tu vois, ça c'est drôle parce que un jour, Barbara Tissier m'appelle, elle me dit alors voilà, j'ai un super rôle à te proposer, tu vas doubler Hitler dans un film qui s'appelle Jojo Rabbit et c'est un acteur que tu as déjà fait. Et tu verras, le film est formidable et tout. Alors je me dis merde, doubler Hitler, c'est chelou quand même. Mais bon, je suis content, Barbara, je l'adore, c'est un beau film, j'y vais et puis je vois Hitler effectivement. Bon. Le film super avec Scarlett Johansson, Jojo Rabbit et tout. Mais je me dis, comme c'est une copine, je lui dis, bah écoute, moi je crois que je l'ai jamais doublé ce mec. Oui, il avait une forme de pierre dans. Ben voilà, mais alors, mais ça j'ai pas compris tout de suite. Donc je double Hitler en me disant, bah tant mieux s'il pense que j'ai déjà doublé, très bien. Je fais le film, vachement beau film entre parenthèses. Ouais, regardez-le, Jojo Rabbit, c'est bien. Et puis genre en même temps, ou dans la même semaine peut-être, il y a Edgar Givry qui m'appelle et qui me dit je fais un beau truc sur Star Wars, une série. Je sais plus comment s'appelle la série, mais c'est une série très connue. Toi, tu connais ces trucs-là Ouais. Enfin bref, une série sur Star Wars, le monde de Star Wars. Ouais. Et il me dit c'est quelqu'un que tu as déjà doublé. Et là, je double un robot. Et je dis mais c'est quoi c'est un robot, là, je l'ai déjà doublé. Tu dis, bah oui, la voix du mec, tu l'as déjà doublé. Et en fait, c'était toujours ce même Taika Waititi, c'est que dans les Marvel, il était un homme de pierre, donc moi, j'ai jamais vu sa tête. Mm-hmm. Ensuite, dans le robot, bah, je le voyais toujours pas. Et c'est que dans Hitler, effectivement, et je l'ai doublé depuis, j'ai fait des gros films avec lui, des films Disney. Oui, carrément. Et puis des séries. Une très jolie série que j'ai fait avec Marjorie Frantz, où c'est un pirate, une histoire d'amour gay, très très marrante, vachement chouette. C'est un type très intéressant, lui. Il a son univers bien à lui, ouais. Alors c'est vrai que Jojo Rabbit, la comédie et Hitler, c'est pas une association qu'on fait. Non, mais c'est pas vraiment une comédie, c'est très. Mais ouais, c'est un peu un film dans la veine de La Vie est belle de Benigni. Enfin, voilà, il y a un peu de délire, un truc comme ça. Ouais. T'as bien aimé toi le film? Ah, beaucoup. C'est un petit garçon qui a. Donc ça se passe évidemment pendant la guerre et avant la guerre même, et le petit garçon il est dans les jeunesses hitlériennes et on lui apprend que Hitler c'est un mec formidable, donc lui c'est son dieu, etc. Et puis au fur et à mesure que le temps passe et que la guerre, son dieu, en fait, il y a quelque chose d'incompatible. Il est forcément pas si gentil puisqu'il se passe ça. Et il découvre que non seulement c'est pas quelqu'un de gentil, mais que c'est le diable en personne. Et puis voilà, il y a un drame à un moment donné avec sa mère, etc. Et c'est très très touchant. Et c'est pas facile. Moi, j'avais la trouille parce que quand tu doubles Hitler, il faut pas le rendre sympathique. Ça me dérangerait beaucoup de rendre sympathique Adolf Hitler. Non, il faut grossir les traits. Il faut grossir les traits de le rendre
clownesque, mais si tu en fais trop, et l'acteur, il est très bien parce que justement, on se marre, mais en fait, il fait peur quand même, tu vois. Et donc ça, c'est chouette. C'est chouette. C'est aussi un psychopathe, mais pas dans le même genre. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on se marre, mais ça, il fait peur. Ça m'a rappelé ton Joker. Ça a tellement de succès, ce film, que Marvel lui file carte blanche pour la suite de Ragnarok, à savoir Thor, Love and Thunder. Ouais, ça j'ai fait aussi. Et là, patatras, à la George Lucas sur les préquels de Star Wars, tu lui enlèves les garde-fous et t'obtiens des prises de position puériles et irréfléchies. Le film est consternant, il fait un four. Et l'homme est nettement plus discret depuis. Alors toi, tu dis que tu l'as doublé quand même à droite, ouais, j'ai à gauche, beaucoup doublé depuis. Mais c'est bien ballot parce que bien cadré, tu vois, on sent qu'il peut amener un truc quand même, ce Néo-Zélandais. Ah ouais, il y a quelque chose. Je pense que en ce moment, le cinéma américain, les scénaristes ont un problème. Ils veulent mettre de la morale il y a une forme de pudibonderie et une forme de bien-pensance au nom du bien, au nom de l'émancipation des minorités, etc., qui, je pense, c'est grotesque. C'est mon point de vue. Je pense que c'est grotesque parce que il y a beaucoup de choses à faire pour les minorités, pour tenir un discours intelligent. Effectivement, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, mais une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. C'est pas un message. Ça doit pas délivrer un message. Ou si ça délivre un message, ce message, il doit être subtil. Il doit être subtil. Il doit être. Il doit être suggéré. Tu vois. Ouais. Or, là, c'est une espèce de bien-pensance qui a gerbé. Si tu veux, il y a un côté sucré là-dedans qui est nul. Et c'est un piège dans lequel beaucoup de films se sont vautrés, parce qu'à force de vouloir que tout le monde soit gentil, à un moment, on se fait chier à mort, quoi. Donc voilà, ça c'est. Je pense que c'est une page qui va se tourner, parce que. J'espère que ça fait des films bien pourris. Surtout, je pense que les scénaristes intelligents se moquent déjà de tout ça. Ça fait des personnages qui, sans aspérité, t'en parlais, parce qu'il faut pas qu'ils aient de défauts. Alors, donc c'est des persos souvent féminins maintenant, mais comme on veut pas montrer la femme sous des mauvais jours, on lui donne pas de défauts. Et un personnage sans défaut, c'est un personnage où on se fait chier. Faut voir la dernière trilogie de Star Wars, c'est ça, c'est un personnage qui est sans défaut. Du coup, il y a pas d'arc narratif. Il y a pas au début, c'est une fermière qui part de sa ferme et qui apprend à vivre, c'est ce qui arrive dans la trilogie originale, tu vois, originelle même. Et du coup. Et à la fin, tu vois, il y a un apprentissage, et puis elle tombe, elle se relève, elle apprend de ses erreurs et tout ça, et après elle devient. C'est ce qui se passe avec Luke Skywalker, mais là ils veulent pas lui donner de défauts. Donc la meuf elle est parfaite, donc les gens parfaits, au secours quoi. Ouais, et puis c'est surtout c'est d'un manichéisme niais. Voilà. Ouais. Mais ça je pense que ça n'aura qu'un temps. J'espère bien. Tiens, oui, je parlais de four avec le Thor Love and Thunder. En parlant de four, on a eu droit aux Oscars le week-end dernier. T'as regardé ? Non, j'ai pas regardé, et non plus que la cérémonie. En fait, les cérémonies comme ça, de congratulation entre soi, ça me saoule un petit peu. C'est-à-dire que tu vois, il y avait un temps où il y avait un intérêt parce qu'il y avait un peu un sens de vraiment de récompenser. L'art et les artistes. Aujourd'hui, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Mais après, les Américains font ça mieux dans la mesure où en général, ils font des sketchs qui sont bien préparés, qui peuvent être très drôles, bien écrits, etc. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop cette culture et ça peut être vite... tu vois, les remerciements... je voudrais quand même remercier tout le monde, les techniciens sans qui on n'existerait pas, tu vois, enfin, tout ça c'est vrai, hein, mais c'est pas un spectacle. Non, on se fait chier. Et puis, j'ai bien aimé Valérie Lemercier quand elle disait, non, je sais plus quelle cérémonie des Césars, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, vous le savez, c'est une cérémonie qui récompense ceux qui ont bien joué,
Ceux qui ont un peu moins bien joué ne l'auront pas. L'occasion pour eux de réfléchir pour comment jouer un peu mieux la prochaine fois. Bon, voilà, ça m'a plu. Elle est formidable. Mais voilà, quand t'as Valérie quelqu'un, Lemercier. c'est parce que c'est elle qui amène sa personnalité et tout de suite c'est mieux. Mais c'est vrai que je crois que les Oscars, j'ai l'impression que plus personne n'en a rien à faire de ce truc-là. Et à juste titre, comme tu disais, alors moi, mon sentiment, c'est que les mecs se sont enfoncés dans le hors-sujet de plus en plus profond ces 10 dernières années. Là où avant, t'avais une célébration de la qualité artistique, comme je disais, conduit par des choix, certes souvent prévisibles, mais le niveau du show et la qualité des présentateurs faisaient de la soirée un sujet d'échange et de discussion la semaine suivante. Aujourd'hui, on dirait que les films en lice ont leur scénar généré par une IA avec une formule préconçue. Ouais. Tu vois, genre, il faut qu'à un moment donné, la meuf a chiale, Voilà. qu'il y ait une histoire de viol, que de machin. Avec un bon message bien social derrière. Évidemment. Ouais. Et puis, et tout est formaté, en fait, comme ça. Et, enfin, bref, et je parle même pas derrière des discours des millionnaires qui sont venus en jet dans leur robe à $10,000, qui viennent nous dire que faire du mal à la planète, c'est mal, ou qu'il faut qu'on vote à gauche ou à droite ou en haut ou en bas. À quel moment on leur a dit que c'était à eux de nous dire quoi faire et comment le faire, en fait tu vois quoi, je vais te dire un truc, Ricky Gervais me manque, putain. T'as vu ces c'était très intros drôle, au Golden Globe, putain, c'était... Ouais, bah oui, mais encore une fois, on fait pas de l'art avec des bons sentiments, avec des trucs. Il faut les œuvres d'art doivent dire quelque chose, les films, ça doit dire quelque chose. Tu vois, en France, pour la cérémonie des Césars, moi, j'ai pas vu beaucoup de films, mais j'avais vu L'amour ouf, qui est un film qui a certainement beaucoup de défauts, mais qui est un film très fort, je trouve, dans les sentiments, dans ce qui se joue, dans les enjeux. J'ai pas vu, mais ok. Et je regrette qu'il n'ait pas eu de... Moi, j'aimerais beaucoup tourner avec un mec comme Gilles Lelouch, que je trouve d'abord être un grand acteur. Vraiment, il est très intense et tout. Et j'aime ce cinéma-là. J'aime le cinéma où on mouille sa chemise, où les gens pleurent, s'aiment, où il y a une jeunesse. Tu vois, il y avait un souffle dans ce film. Ça durait 2h40, je me suis pas emmerdé une seconde. Et ça, il n'y a pas de message. Enfin, si, il y en a un, mais il n'est pas mis au premier plan. Tu vois, c'est pas, on s'en fout. C'est une belle histoire humaine. C'est ça qu'il faut raconter. C'est ça qui manque aujourd'hui, c'est sûr. En 2013, tu publies un roman chez La Martinière qui s'appelle Pour invalides changés à opéra. Tu peux nous en parler ? Ah oui, c'était ça, c'est quelque chose que j'ai adoré faire. Pourquoi le choix de l'écriture pour t'exprimer à ce moment-là ? J'en sais rien. J'ai toujours écrit. J'avais écrit, j'avais essayé d'écrire des scénars, j'avais écrit des trucs pour le théâtre, parfois qui se sont montés. Encore aujourd'hui, j'écris plus pour le théâtre. Et tu es donc un dramaturge. Voilà. Enfin, on verra ça si c'est monté un jour. Bon, là pour le coup, le livre a été publié chez un vrai éditeur. Hein. Déjà chapeau, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'était bien. Et c'est quelque chose dont je suis très fier, en fait. C'était peut-être le moment de ma vie où je me suis senti le plus authentiquement un artiste. C'était à travers ce roman qui est... que j'ai écrit avec tout mon cœur, en fait, avec tout ce que j'avais comme sensibilité à ce moment-là. Combien de temps t'as mis à l'écrire ? J'ai mis 1 an à peu près à l'écrire. C'est rapide, hein ? Ouais, mais je travaillais tout le temps. Je dormais plus, je faisais que ça. Et puis... C'est pas quelque chose que t'as réfléchi pendant des années et après tu l'as... Pas du tout. C'était sur le moment, quoi. J'ai écrit 15 pages, comme ça, en 3 semaines. Je les ai montrées à ma femme. Et elle me dit, ça serait dommage de laisser tomber, continue. Et après, au fur et à mesure, elle me disait, oh non, ça c'est nul, tu devrais réécrire. Alors j'étais au foudrage, mais C'était quoi ? C'était des réflexions sur le monde actuel ou c'était une vie de personnage ? Écoute, je vais te dire la vérité. C'est qu'un jour, j'ai reçu un SMS de Pôle emploi. Donc, ça s'appelle plus Pôle emploi, c'est France Travail maintenant. Mais à l'époque, ça s'appelait Pôle emploi. Et qui me proposait de devenir contrôleur à la RATP. Or, je comprenais pas pourquoi je recevais ça. Je travaillais tous les jours. J'en reçois des trucs comme ça. J'avais aucune raison. Donc, je me suis dit, c'est vraiment débile de me proposer ça alors que je fais que bosser, en fait. Donc, je suis pas au chômage déjà. Et en plus, je suis comédien. Et ça va bien pour moi. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Et
j'ai commencé à rêver de ça en me disant mais qu'est-ce qui se passerait si Tu faisais la je formation. faisais ça, si j'arrêtais d'être acteur et si je devenais contrôleur à la RATP. C'est-à-dire une autre vie. Un truc qui m'a jamais traversé l'esprit mais c'était vraiment autre chose. Être ailleurs, dans un autre monde. Et j'ai rêvé de ça. J'ai écrit 15 pages et le pitch, si tu veux, pour résumer, c'est un type qui est contrôleur à la RATP, mais on s'aperçoit qu'il est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'au milieu de ses collègues, il a l'air d'un étranger. Il est étranger dans ce monde-là. Il est à l'évidence pas à sa place. Et quand il remonte à la surface et quand on découvre sa vie, ce qui fait vraiment sa famille, etc., le monde dans lequel il appartient, il est aussi en décalage. Donc il est en décalage à la surface, dans le sous-sol, etc. Et c'est un roman, je crois, assez marrant, assez drôle, mais quand même un peu tragique aussi. Et j'ai mis tout ce que j'avais comme idée, comme émotion. Je sais pas, des idées. Tu sais, les idées, c'est pas avec les idées qu'on écrit. Les idées, il y a rien de plus vulgaire que les idées. Les idées, tout le monde en a, mais moi, j'ai pas beaucoup d'idées. Moi, je suis pas quelqu'un. D'abord, quand j'écrivais, que j'avais une idée à dire, je me disais, est-ce que je pense vraiment ça ? En général, je m'interrogeais beaucoup avant de l'écrire et je me disais, non, finalement, je n'y connais rien. Puis je pense pas vraiment ça. Non, en fait, ce que je pense, c'est autre chose. Et là, éventuellement, ça avait un peu de valeur. Mais je découvrais ce que je voulais dire en l'écrivant. C'était très curieux. Et j'écrivais pas des idées, j'écrivais des sensations, des sentiments. Et il lui arrive des trucs, il y a de l'amour, il vit, quoi. C'est la vie. Et ça, c'était plus intéressant que donner mon point de vue sur la politique ou tous ces trucs dont on se fout complètement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette aventure ? En écrivant par moments, beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions, en fait. J'arrivais même à me prendre au jeu moi-même. Je me souviens, j'écrivais la nuit par moments. J'étais fatigué parce que comme j'enregistrais le lendemain, je dormais plus beaucoup, donc j'étais hypersensible. Ce que ça m'a apporté, j'étais quand même fier de... Mon père était écrivain, mais j'aurais bien aimé qu'il soit publié par un grand éditeur comme ça, parisien. Donc j'étais fier de le faire à sa place. Il était plus de ce monde à ce moment-là. Et puis, c'est quelque chose que tu sentais que tu lui devais ? Ce qui est sûr, c'est que je savais que l'écriture, c'était quelque chose qui comptait pour lui. Et que c'était un peu le truc le plus... Enfin, voilà, écrire un livre, pour moi, c'est très chouette, tu vois. Donc, c'était un peu un rêve que j'ai fait. Et j'ai été très triste après le livre a plutôt bien marché, mais personne n'en a parlé, à part les gens qui l'ont acheté, qui l'ont lu. Parfois, j'ai reçu des lettres très gentilles de gens qui m'ont écrit. Mais j'étais quand même très découragé par l'absence totale de publicité. L'attaché de presse a pas fait son travail. C'était vraiment de la merde comme j'ai été traité. Et ça m'a beaucoup fait mal parce que j'avais vraiment l'impression que ça méritait mieux comme traitement. Et oui, puis quand t'accouches d'un bébé, de toute façon... C'était tellement de travail pour tellement peu de retours que je me suis dit... Alors après, j'ai essayé d'en écrire d'autres. J'en écrirai peut-être d'autres maintenant, que j'ai un peu plus de temps. Mais ça m'a fait plaisir d'écrire ça. Voilà, ça m'a fait avancer. Je pense que c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Enfin, d'un point de vue artistique, en tout cas. Ah, tu mets ça au-dessus de jouer la comédie, alors ? J'ai fait des trucs chouettes, mais par exemple au théâtre, j'ai pas encore eu les rôles que j'attends. Tu vois, j'ai joué des belles choses au théâtre, mais je pense que maintenant, avec la maturité que j'attends de jouer les grands personnages de Tchekhov ou de Shakespeare, etc. Et là, ça sera peut-être aussi bien. Mais pour l'instant, j'ai pas fait des rôles assez profonds, assez énormes. Là, le livre, pour moi, c'est supérieur. C'était plus difficile à faire. Parce que tu sortais de ta zone de confort. Ouais, c'était un investissement complètement différent. C'était le maximum d'investissement. T'es quelqu'un de plutôt spontané ou de réfléchi, tu dirais ?
Je fais n'importe quoi, moi, je crois. C'est-à-dire, Donc je suis très... sur le moment. Ouais, et puis j'ai pas de volonté, j'ai pas de plan, j'ai pas de plan de carrière, je calcule pas, je vis les choses immédiatement. T'as envie, tu fais. Ouais, un peu. Et par contre, j'essaie de pas devenir fou avec ça. C'est-à-dire, j'essaie de quand même garder une ligne. Heureusement, je suis quand même assez. J'ai une structure, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une ligne, j'ai un métier. Donc, ça me permet de continuer à peu près correctement, si tu veux. Mais si j'avais pas ça, je suis plutôt borderline, moi. En quoi cette spontanéité se reflète dans ton travail? Eh ben, tu vois, pour doubler un clown qui fait des ruptures, ou pour doubler un psychopathe qui pousse des cris, qui passe du rire aux larmes, etc., il faut être un peu... Tu sais, c'est un métier où on est un peu quand même... si on est trop sage, ou si on est... Moi, Et c'est pour ça d'ailleurs que les films avec des messages bien pensants, ça marche pas. C'est parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est la folie. Ce qui est intéressant, c'est la blessure. Ce qui est intéressant, c'est l'amour ouf, tu vois. C'est pas des petites choses bien proprettes, bien comme il faut. L'espèce de manichéisme ambiant, de puritanisme qui nous emmerde là, et qui nous explique qu'il faut se tenir correctement pour ne pas heurter, etc. Non, mais c'est pas vrai. Il faut pas. Il faut vivre. Il faut vivre. Et quand on vit, on peut heurter. Et alors, il faut essayer de heurter que les méchants, mais c'est compliqué. Voilà. On va se faire une petite conclusion là-dessus, parce que c'était pas mal. Tu fais toujours du tennis? Ah ouais, je joue comme un... Tu vois, ça, j'aurais aimé, moi, avoir du talent pour ça. J'aurais adoré... Le tennis, c'est un sport très, très, très chouette, parce que la balle arrive à des vitesses différentes, un peu partout. Il y a plein de choses à gérer, plein de paramètres. Et il faut beaucoup de synchronisme. Moi, le synchronisme, c'est mon métier un peu. Ben là, je suis nul. Je suis nul. Et j'adorerais être un bon joueur, tu vois. Alors, je suis pas si nul. Je joue avec Damien Boisseau, avec Emmanuel Curtil, on s'amuse bien. Mais j'aurais aimé être vraiment bien, quoi, un bon joueur. Pourquoi ce sport plutôt qu'un autre? Ben, j'aime pas les sports d'équipe. Okay. Moi, je suis plutôt... j'aime bien quand l'autre est loin. Tu vois. Perso, ouais. Voilà. Et j'aime bien quand l'autre est loin, il est à 25 mètres. Au pire, tu peux te prendre la balle dans la gueule quand t'es au filet, mais ça va. J'aime pas les trucs de contact. Tu vois, je faisais un peu de hand quand j'étais gamin. On peut se faire mal, tu vois. Ouais. Là, moi, j'aime bien être seul, et en même temps, ne pas être seul. Le tennis, c'est un sport individuel, mais où t'es à deux. Et c'est un peu comme dans la vie, tu vois, tu as besoin d'un autre, mais il faut pas qu'il soit trop proche. Tu vois, ou alors tu as envie qu'il soit très proche. Tu vois, mais c'est toi qui décides la distance. Moi, je suis un joueur de fond de court, donc je laisse l'autre le plus loin possible. C'est un Nadal. D'ailleurs, ton champion de tennis préféré, c'est qui? Quand j'avais 10 ans, c'était Borg. Okay. Donc, et McEnroe. Et puis après, il y avait Federer, et puis c'est Patrick tout. Borg, donc. Voilà. Non, mais Federer, évidemment, il n'y a pas plus beau, il y a pas plus beau joueur que ça. Merci. Évidemment, Federer. Roger. Allez, jeu 7 et match. Merci Stéphane et salut l'artiste. Merci Mathieu, merci.